Tous les mercredis, nous avons la ferme conviction qu'on ne saurait bâtir ce Cameroun sans l'apport important de la diaspora. C'est la raison pour laquelle tous les mercredis, justement, en direct sur Info TV, nous marquons un arrêt pour parler de ces Camerounais qui sont allés de l'autre côté pour multiples raisons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de continuer à nous faire confiance au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vos rubriques sont restées les mêmes. Tout à l'heure, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun vous sera livrée, sans oublier votre dénonciation du jour. Et parlant de la diaspora dans le cadre de cette production, nous nous poserons une question essentielle, si vous préférez, une question profonde. Quel est l'apport de la diaspora pour un Cameroun émergent? Avez-vous l'impression que cette diaspora devra jouer un rôle important, un rôle essentiel pour bâtir cette grande nation camerounaise? De toutes les façons, nous en parlerons afin que nul, mais alors afin que nul n'en ignore. Petit bébé, bonjour. Petit bébé, bonjour. Ah, Pati. Bonjour, Pati bébé. Merci, bonjour et merci de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de ce qui peut sembler très important parce qu'on a toujours tendance à appeler la diaspora, mais jamais sans l'inviter à faire des propositions et je trouve que ce thème est très bienvenu et merci à tous les téléspectateurs qui vont nous écouter et à mes companélistes, bonjour. Que propose la diaspora pour un Cameroun émergent? Que propose la diaspora pour un Cameroun émergent? Ne répondez pas encore. Ah, d'accord. Vous aurez tout le temps pour donner vos arguments. Je souligne que vous êtes du côté justement de la diaspora. Effectivement, je suis à Prague, en République tchèque, ce qu'on a toujours tendance à appeler l'Afrique de l'Est. Pourtant, Prague, c'est l'Afrique centrale, c'est le cœur même de l'Europe. Vous êtes écrivaine, mais également entrepreneur. Effectivement. J'ai déjà à mon compte 3 ouvrages. On va avoir les titres. Nous avons Hors-Zone, que j'avais coécrit avec Marie Lesouk, une écrivain franco-camerounaise. J'ai L'entrepreneuriat rural, qui est un guide pour ceux qui veulent entreprendre, que j'ai écrit parce que j'avais constaté qu'il y avait un besoin d'apporter une sorte de coaching pour que ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat connaissent les différentes étapes qu'il faut considérer pour avoir du succès. Je vais également vous dire que dans le cadre de cette émission, tous les mardis, nous parlons d'entrepreneuriat. Bah, je pourrais vous faire l'honneur d'être sur votre plateau, sans problème. Et ensuite, nous avons Everlasting, qui est effectivement un roman que j'ai écrit, qui au départ devait être un essai sur les questions des diasporas africaines et des relations entre les diasporas africaines et l'Afrique. Pendant mes recherches, parce que lorsqu'on fait un essai, il y a quand même des recherches à faire, j'ai découvert que la meilleure manière de faire passer le message, c'était en faisant un roman. Parce qu'il y avait quand même des personnages que j'ai rencontrés qui m'ont parlé de leurs soucis en tant que diaspora. Nous avons donc décidé de plutôt faire un roman qu'un essai, parce que c'est plus facile à lire. Et c'est d'ailleurs disponible, les 3 livres sont disponibles sur Amazon. Merci, merci d'être là ce matin. Pour la culture générale de nos téléspectateurs, nous allons également dire que vous êtes aussi femme politique. Vous soutenez les idéaux du PCRN. Effectivement, aujourd'hui, je porte plusieurs casquettes, non seulement écrivain, entrepreneur. Je suis également la PCC, présidente du comité communal du PCRN à Bukito. Vous êtes une Mbam. Mbam et Inougou, effectivement. Je vous souligne à voix basse qu'il y a votre frère sur le plateau. Ils peuvent mettre 2. Merci d'être là ce matin à Pati Bébé, dynamique femme de la diaspora. Votre expertise nous sera d'un précieux apport. Christian Afana, bonjour. Bonjour, monsieur Pafa, ici. Comment tu vas? Je vais très bien, merci à vous. Ça va. Même lorsque ça ne va pas, je donne toujours l'impression que ça va. C'est ça. Mais écoutez, chez nous, on dit I can't complain because there is no one to listen. Ça veut dire que ça ne sert à rien de se plaindre parce qu'il n'y a personne qui va écouter. Donc gardez calmement vos déboires. Parfois vous allez même vous confier à un ami, à un frère, à une sœur, à une connaissance. Cette personne donne l'impression de vous écouter, même de compatir. Mais dès que vous tournez le dos,
Elle en rigole, cette personne. Voilà. Et elle dit, parfait, tu n'as encore rien vu. J'avais dit qu'on va te clouer le bec au sol. Ben écoutez, je suis ravi d'être là. Je vous suis depuis. Votre émission, elle est superbe et elle Merci. est très, très écoutée. Merci. Et vous faites un travail vraiment formidable. Et Merci. nous sommes impressionnés par ce que vous faites. Et pour moi, c'est un privilège, un honneur d'être là ce matin avec vous, de pouvoir vous parler face à face. Merci. C'est un privilège. Et merci également à tous les co-panélistes qui sont là. Je souligne que vous êtes un dynamique camerounais résident du côté des États-Unis Ouais. depuis plusieurs années. Vous êtes par ailleurs le secrétaire général de l'association EBIA. Je suis le secrétaire général de la fédération De la EBIA. fédération Parce que la EBIA. fédération EBIA, c'est Ekambese America. Et au sein de cette fédération, nous avons actuellement des associations qui fédèrent au sein de cette fédération et dont j'ai la charge d'être secrétaire général depuis 2024. 2024, ça fait 2 ans. Oui. Il faut également dire, hein, ce n'est plus un secret pour personne, Ouais. Que dans quelques jours, pratiquement dans 2 semaines, Dans 2 semaines vous exactement. allez organiser un grand événement du côté des États-Unis. Oui, Il s'agit de quoi? voilà. Chaque année, nous organisons ce que nous avons appelé le CECA. Le CECA, c'est le Congrès des Écans d'Amérique. Je veux préciser ici que nous recevons des frères Écans du Canada, du Mexique et bien évidemment ceux qui sont sur place aux États-Unis. Par ailleurs, il y a des frères Écans qui viennent de l'Europe et même du Cameroun, hein, Ouais. parfois. C'est un événement qui nous permet d'abord de pouvoir nous retrouver en tant que frères et sœurs Écans, Oui. de pouvoir valoriser ce qui nous relie, c'est-à-dire cette culture que nous semblons parfois ignorer et même parfois que nous avons déjà oublié. Mais nous essayons, n'est-ce pas, de la faire renaître de ses cendres Tout à fait. et de permettre à ce que ceux qui viennent après nous, bien évidemment nos enfants, puissent être enrichis de toutes ces valeurs-là, de toutes ces traditions, de toutes ces coutumes qui font de nous ce que nous sommes. C'est du 5 au Ce sera 9 du 5 au 9 août à New York. à New York. Oui. Un endroit symbolique du côté des États-Unis. Hein. Ah oui, bien évidemment, avec le siège des Nations Unies, Oui. dont nous allons avoir une visite guidée. Et aussi, nous aurons des journées économiques camerounaises, parce que nous avons choisi les Nations Unies pour pouvoir, parce que c'est d'abord une plateforme ouverte au monde, Tout à fait. et cela permettrait éventuellement au Cameroun d'avoir une plus grande visibilité de son savoir-faire, de son génie, et EBIA donne cette opportunité au Cameroun de pouvoir être placé dans cette lumière-là pour mieux valoriser ce que nous savons faire au Cameroun. Le CECA, c'est donc du 5 au 9 août du côté de New York aux États-Unis. Pour l'heure, est-ce que nous pouvons déjà avoir le niveau d'avancement? Est-ce que tout est fin prêt pour accueillir tous ces écans-là, pour magnifier la culture écan? Oui, je dirais avec certitude que nous sommes très avancés dans les préparatifs. Ce n'est pas toujours évident, un événement comme celui-là. Il y a toujours des choses de dernière minute qu'il faut rattraper par-ci et par-là. Mais d'une façon générale, nous sommes mieux préparés et nous sommes prêts à acquérir et à pouvoir donner aux frères et sœurs écans qui feront le déplacement du côté de New York ce qu'ils doivent véritablement vivre pendant cette période du 5 au 9 août 2026. Alors, pour celui-là qui fera le déplacement du coup pour New York, qu'il soit du côté des États-Unis ou bien qu'il vienne de l'Afrique ou même du Cameroun, il doit s'attendre à quoi? Est-ce qu'il aura fait un voyage pour rien? Qu'est-ce qui est prévu de manière fondamentale en termes d'innovation? Est-ce qu'il y a un point qui pourra être accrocheur? Oui, il faut déjà savoir que les États-Unis, c'est un pays merveilleux. Ouais. Merveilleux, pourquoi? Parce que c'est un pays d'opportunité. C'est une réalité qu'on ne peut pas contredire. C'est presque le centre du monde. Oui, je le dis parce que j'ai eu l'opportunité de vivre en Europe et j'ai des éléments de comparaison. Ce qui fait que je peux dire avec certitude que s'il y avait un choix à faire entre les États-Unis et l'Europe,
et bien évidemment mon pays, le Cameroun. Je choisirai en premier le Cameroun parce que c'est mon pays. Tout à fait. Voilà. Ensuite, je vais choisir les États-Unis, mais pas l'Europe. Pour la simple raison que quand vous arrivez, ces opportunités-là vous donnent la possibilité de renaître, en fait. Oui. Et celui qui viendra à cette édition, à cette 4e édition du Congrès, il y a des rencontres qu'il pourra éventuellement faire, des rencontres qui peuvent être profitables à long terme. Des partenariats. Des partenariats. Des rencontres B2B. Exactement. Donc, ce qui fait que il y a tellement de choses qu'une personne qui pourrait éventuellement faire ces déplacements ne pourrait pas regretter. Cela signifie que sur le plan économique, ce sera bénéfique. Absolument. Sur le plan culturel, ce sera bénéfique. Ça le sera aussi, ouais. Quelqu'un m'a soufflé qu'il y aura également une élection Miss. Il y aura une élection Miss, bien évidemment. La plus belle fille et quand sera élue cette année du côté des États-Unis. Absolument, oui. Et Dieu seul sait combien les filles et quand sont jolies. Voilà, vous avez tout dit, monsieur Parfa, ici. De toutes les façons, Christian Afana, merci d'être là ce matin. Vous êtes donc le secrétaire général des BIA et Kambeseya Merka. Vous allez justement également nous apporter votre expertise dans le cadre de la problématique et qui a été soumise à votre appréciation. Il s'appelle Renaud Eboto, on lui dit bonjour. Bonjour, parfait, merci de me faire l'amitié de m'inviter sur votre prestigieux panel. Comment vous allez? Je vais bien, je vous ai rapporté quand même 3 de mes livres pour que vous puissiez... Je suis content, hein? De plus en plus les Camerounais écrivent. Hein? Ah oui, ah oui. De plus en plus les Camerounais écrivent. Je suis en train également de vous annoncer une co-rédaction dans les tout prochains jours, où j'ai parlé du journalisme et de l'entrepreneuriat. La dédicace aura lieu dans 1 mois et demi, dans un hôtel UP de la cité capitale. C'est une co-rédaction parfaite ici, et quelqu'un d'autre, j'étais un colonel. J'aimerais être... Les gens m'ont fait des reproches en me disant parfait, avec tout ce que vous faites, parfait, il faut écrire. Parfait, il faut écrire. J'ai longtemps hésité. J'ai donc dit, bon, parfait va écrire. Donc, dans 1 mois et demi, vous serez les premiers à être au courant. Pas de souci. En tout cas, d'habitude, on dit que l'Afrique a une tradition orale. Si aujourd'hui, on peut passer à une tradition un peu plus écrite, bon, c'est même pas vrai hein, qu'on a une tradition orale parce que lorsqu'on remonte aux hiéroglyphes à l'époque, c'était déjà écrit. Alors, je vous ai juste ramené... Vous avez donc 3 ouvrages devant vous. Oui, bon, le premier, lui, tout le monde le connaît parce que lorsqu'il est sorti, il avait fait beaucoup de bruit. C'était sur la catastrophe ferroviaire des Éca, il est connu. Je peux dire que ça a été un ouvrage à succès. Hein. Oui, d'abord, le titre était évocateur et maintenant, ce qui s'était passé à Ezeka était tout simplement infernal. Ezeka dans le train de la mort. Exact. Alors ça, c'était le premier. Le deuxième, il parle de la crise anglophone. C'était... un pays, 2 langues, 1000 blessures. Avec celui-ci, j'ai essayé Amazon. Parce que vous voyez, pour intéresser les plus jeunes à la lecture, on essaye plusieurs moyens hein, de faire passer ça. Donc, j'ai donc publié celui-ci à Amazon. Et puis, j'ai trouvé un jeune... qui publie sur Amazon, qui m'a édité ce roman-ci. Alors, le tout dernier, c'est la maison d'édition qui a pignon sur rue actuellement au Cameroun. C'est la maison Éclosion. Vous avez suivi les rhapsodies du silence du professeur ministre des Sports. Oui, voilà. Professeur Molekombi qui vient également de mettre au niveau du marché du livre un nouvel ouvrage. Exactement, aux éditions Éclosion. Donc ce roman-ci, la dédicace aura bientôt lieu. Il est déjà prêt, comme vous le constatez. Lui, c'est La parabole du robinet. En fait, tous mes romans ont le même dénominateur commun parce que moi, je suis romancier. C'est que mes romans traitent de la décolonisation de l'Afrique. En fait, j'estime que c'est ça le problème principal en Afrique, c'est la décolo. C'est peut-être pas les dirigeants actuels, c'est le système. C'est-à-dire, nous avons un système post-colonial qui nous tient là. On ne peut pas décoller véritablement tant que le système post-colonial, on n'a pas terminé avec ça. Donc, ils ont tous la même trame. On parle de post-colonie. On parle dans le train de la mort de ces multinationales qui sont devenues aujourd'hui les néocolons. On parle de la crise anglophone qui est une crise importée parce qu'il n'y a pas de francophone ni d'anglophone au Cameroun. Il y a des Bassa, des Bayangui. Et dans le robinet, la parabole du robinet, on parle d'un robinet qui coule, symbole
symbole de gabégie, de distraction de fonds, etc. Mais lorsque l'on s'en va au Beaux-Arts, parce que mon personnage principal va au Beaux-Arts, il se retrouve au désert. Aller au Beaux-Arts, ça veut dire qu'il faut aller de l'autre côté de la mer. Il va aller à l'étranger pour retrouver en République tchèque et aux États-Unis nos deux panélistes. Et surtout donc, que quand tu écoutes Christian qui te dit que vraiment, à part le Cameroun, il n'y a que les États-Unis. Il ne sait pas combien de jeunes disaient, je dois aussi aller aux États-Unis. Voilà. Et donc au Beaux-Arts, le garçon, il est à 2 doigts de mourir de soif. Oh là Alors là. il se rend compte que le pays où il a laissé de l'eau qui coulait, finalement cette eau devient synonyme d'espoir. Donc c'est paradoxal quand même. Paradoxal. Merci Renaud Ebotoé pour cela. Nous vous félicitons. Merci. Quelqu'un disait que s'il faut que vous voulez cacher quelque chose en africain, il faut écrire. Je pense que nous allons changer la donne. Exactement. Nous allons sensibiliser les Africains et plus particulièrement les Camerounais à lire. J'en ai 9 autres qui sont déjà écrits. Et 9 autres. Mais vous nous rappelez Charles Atebe Yéné. Bon, il écrivait un ouvrage après chaque 6 mois. Mais lui, quand même, il n'allait pas dans les maisons d'édition. Parce que le processus d'édition... Il était son propre éditeur. Voilà, il éditait ses livres généralement à l'imprimerie. Et quand tu rencontrais Charles, il avait sa vieille Mercedes. Son sac. Et il avait, dans sa malle il avait tous ses livres. Tous ses livres. Et dans son sac, il avait ses livres. Ses livres, exactement. Oh, Charles Atebe Yéné. De là où tu te trouves, grand frère, que ton âme repose en paix. Et quand nous avons dit cela, accueillons également Cyril Tchamba, et qui nous accompagne de temps en temps ici. Cyril également, et qui écrit beaucoup. De temps en temps, je le lis au niveau des colonnes d'une presse au Cameroun. Cyril Tchamba, bonjour. Bonjour Pafa ici, bonjour à tout le panel et à tous les téléspectateurs avec lesquels on en prend déjà quelques habitudes. Effectivement, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau où les échanges sont très instructifs. Et effectivement, je félicite Monsieur Eboto, Renaud Eboto, pour la production littéraire qu'il propose. Je serais content d'en feuilleter. Effectivement, moi aussi, je suis au 2e livre. Ah, je suis pas d'accord. sûr, j'en ai fait 2. Le premier livre, c'était sur un condensé des chroniques que je propose tous les mercredis dans le cadre du quotidien Le Messager. Donc j'avais fait un condensé. Et le second livre, c'est sur l'Afrique, la réflexion sur l'Afrique, le panafricanisme, comment est-ce que nous devons affronter les problématiques des guerres nouvelles, qu'on appelle ça la guerre de 4e génération. Tout à fait. C'est-à-dire, ce n'est plus un soldat qui va attaquer une frontière, on vous attaque par la culture, par l'Internet, partout. Donc comment est-ce que l'Afrique doit pouvoir... Par la communication. La communication et tout ça, doit pouvoir s'organiser pour pouvoir justement répondre à ces thématiques-là. Et le plus emblématique, c'est l'affaire de la guerre, le conflit en Iran ces jours-ci. Vous voyez que finalement, sur le plan de la communication, bien difficile de dire qui a gagné la guerre. Parce que pendant que les autres envoyaient les missiles, il y en a qui ont travaillé d'autres stratégies pour pouvoir se défendre. Et ces stratégies ont été économiques, ont été communicationnelles, ont été même idéologiques. Donc c'est un peu ce que je propose dans l'ouvrage. Et c'est toujours bien... C'est toujours bien que les Africains écrivent parce que la culture de l'oralité on nous a collé ça à la peau, mais les écritures datent de très longtemps chez nous. Et il n'y a pas l'écriture, pas seulement sur le papier, mais des marqueurs de temps même sur les arbres, sur les grottes et sur tout ça. murs. C'était une forme d'écriture. Tout à fait. Pour les Occidentaux, leur type de modernité nous a imposé un aéré ou bien une façon d'être aéré qui en réalité ne se justifie pas. Ce n'est pas parce que toi tu manges avec la fourchette que manger avec la main est forcément incommode. Le problème c'est civilisationnel. Et un des sauts que nous devons faire, c'est de nous réapproprier notre destin, notre histoire et de nous valoriser tel qu'on est. Les Chinois aujourd'hui, vous dites vous allez dans un restaurant, on vous propose des baguettes. Parce que le Chinois n'a pas honte de reconnaître que lui mange avec les baguettes. Tout à fait. Pourquoi manger avec la fourchette serait un must de modernité et manger avec son couscous avec les doigts serait un problème. Donc je crois que ça c'est un combat sur lequel les Africains doivent construire. Je voulais dire quelque chose. Par exemple, vous avez vu la question des matières premières. Vous êtes des pays producteurs de pétrole, vous n'avez pas de raffinerie. Ouais. Donc en réalité, vous avez la matière, mais vous êtes esclave de celui qui va pouvoir vous le transformer. Le jour où Dangote dit, moi je fais la raffinerie, vous avez vu toutes les misères
qu'il y a eu pour qu'il puisse exploiter sa raffinerie. Parce que c'est là le piège. C'est de vous importer des notions ou des concepts pour lesquels vous n'avez pas les clés. Donc vous revenez là, vous avez la culture du cacao, du café, mais vous ne savez pas quoi en faire. Donc vous êtes obligé de chercher quelqu'un pour vous le prendre parce que lui sait quoi en faire, il a les machines pour les développer. Donc merci, voilà ce que je peux dire. Merci Cyril Tchamba, ça fait 3 écrivains sur le plateau. Quelque chose me dit que celui qui va encore accueillir est également un écrivain. Alain, bonjour. Mais parfait, c'est grave, tu fais mal l'arithmétique là. Parce que toi-même tu es déjà compté, il y a la dame, on te fait 3. Je suis bébé écrivain. Bon, je vais profiter, je ne sais pas si celui-là, lui, il est écrivain, c'est un brave Camerounais. Quand tu veux écrire quand même un tout petit peu à l'intersection entre le journalisme et l'entrepreneuriat, il est entrepreneur justement, il est un brave fils du pays Bassa, lui c'est Robert Alexandre Tang, voilà, c'est un entrepreneur, mais lui dans le secteur du transport, de l'électricité, de l'énergie. On le salue ce matin, oui, oh... Tu connais la plume de Cyril, toi encore, je n'ai pas encore vu. Non, Cyril écrit très bien. Oui, il est formidable, il est formidable. Je salue de même aussi notre dame qui a son ouvrage d'ailleurs sur la Paty table. Bébé. C'est dans le plateau des écrivains. Mon frère est Boto, on s'appelle Région, très prolifique. Ah oui. Très prolifique. Donc, vous le savez. Donc, dans les tout prochains jours. Deuxième ouvrage. Les tout prochains jours, pas celui de l'autre. Ceux de l'autre. Les jours prochains. Donc on aura, vraiment, je vous l'annonce, je ne sais pas comment parler de cet ouvrage, mais il est très engagé politiquement. Il part d'un pays où on dit qu'en réalité les plus chanceux d'entre eux finiront fous. Comment ça s'explique? J'essaye de résoudre. Moi je ne connais pas ce pays. Hein. Bonjour à tout le monde à travers le monde. De toutes les façons, nous vous réservons encore de très grands moments de télévision ce matin, comme d'habitude. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Viviane Andrea, bonjour. Bonjour Parfait Haïti et bonjour à vos panélistes. Comment tu vas? Je vais très bien, surtout quand je suis sur ce plateau. Ça vous donne du baume au cœur. Oui, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Pour tous ceux qui sont chargés, venez ici, on vous donnera du réconfort. Exactement. C'est ça, Espace Miné. Le pasto perfecto. Espace Miné n'est pas une émission ordinaire. Hein. Ah. C'est un concept. Exactement. On vous rebooste, on vous galvanise. Vous voyez le monde d'une autre manière. Oh là là. En réalité, vous vous soignez. Oh my God, je confirme. Vivi, que disent les journaux? Eh bien, nous ouvrons la revue de la presse de ce matin, mesdames et messieurs, avec ce décret signé hier par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. C'est la une que nous propose le journal Info Matin de Dieudonné Mveng. Fausse police associative pour Atangandi met donc fin à l'imposture. Dans son arrêté ce 21 juillet, le ministre de l'administration territoriale interdit aux membres des organisations à but non lucratif présentes sur le territoire national de porter ou de détenir des
accès, tenue, insigne et attributs ressemblant aux ceux des forces de défense et de sécurité du système des Nations Unies. Retrouvez cette information en page 2 et 3. Cameroun Tribune nous garde dans la même actualité en parlant de liberté publique, ces associations à la dérive. Certaines organisations pourtant légales se détournent parfois de leurs objets pour mener des activités contraires à la loi. Les autorités mettent en garde contre ces dérapages. Dans un arrêté signé hier, le ministre de l'administration territoriale interdit le port et la détention d'attributs, tenues, insignes ou tout autre signe distinctif semblable à ceux des forces de défense et de sécurité et du système des Nations Unies. L'information est à retrouver en page 5. La météo met en lumière les performances de la Kamwata à travers cette grande une. Kamwata vers de nouvelles performances. Le directeur général a ce 21 juillet à Yaoundé ouvert un atelier national stratégique de relèvement des performances. Occasion pour le docteur Blaise Moussa de proposer une nouvelle doctrine fondée sur la responsabilité, la redevabilité, la culture du résultat et le pilotage par les données, l'amélioration continue de l'esprit d'équipe. Objectif, faire de cette entreprise publique une structure de référence performante, innovante, responsable et résolument tournée vers la satisfaction des populations. Retrouvez cette information en page 2 et 3. Avec Panorama News, nous restons dans la même actualité. Service public de l'eau au Cameroun, la Kamwata à l'assaut des performances qui transformeront la déserte en eau potable dans nos ménages. Ouvert le 21 juillet 2026 à United Hotel de Yaoundé, l'atelier national stratégique de relèvement des performances de la Kamwata qui se poursuit jusqu'au 24 juillet marque une étape décisive dans la transformation de l'entreprise publique pour renforcer l'accès à l'eau potable. Le directeur général Dr Blaise Moussa a fixé les nouvelles orientations stratégiques de la Kamwata fondée donc sur la culture du résultat, la responsabilité, la redevabilité, le pilotage par la performance et l'amélioration continue. Il faut dire qu'elle vise donc à accroître la disponibilité de l'eau potable, réduire les pertes sur les réseaux, améliorer la facturation et le recouvrement, moderniser le management et faire de la satisfaction des usagers le principe indicateur de réussite de l'entreprise. Nous poursuivons avec Flèche d'Afrique qui, pour sa part, nous parle d'atelier national stratégique de relèvement des performances encore à la Kamwata qui lance donc un pacte de la performance pour mieux servir les populations. Du 21 au 24 juillet 2026, la Kamwata réunit à United Hotel tous ses responsables pour l'atelier national stratégique de relèvement des performances. En ouvrant les travaux, le DG Dr Moussa a appelé justement une transformation profonde de l'entreprise face aux défis porte justement le rendement insuffisant, facturation et recouvrement à améliorer. Il faut également noter qu'on parle également d'amélioration continue et esprit d'équipe. L'atelier doit déboucher sur une fouille de route nationale et impact Kamwata de la performance. Les détails en page 6. Le grand titre s'intéresse à la même actualité. Kamwata, Blaise Moussa accélère la culture de la performance à Yaoundé. Le directeur général de la Kamwata, Blaise Moussa, a donc lancé ce mardi 21 juillet 2026 un atelier stratégique destiné à renforcer la performance de l'entreprise. Une initiative qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision du président Paul Biya pour un service public de l'eau plus efficace et plus proche des populations. Portée par d'importants investissements et une nouvelle culture du résultat, la Kamwata accélère sa modernisation. Objectif clair, améliorer durablement l'accès à l'eau potable et faire de l'entreprise une référence en matière de services publics. L'information est à retrouver en page 3 et 4 de ce journal que propose Paul Désy Biya. Autre journal, autre angle, mutation qui revient justement avec Université Saint-Jean-Paul II en classe brigandage suite à la torture de Ahmed Mochingon, pensionnaire de cet institut universitaire. Un réseau d'étudiants a été démantelé. Le journal nous rappelle également qu'ils sont en outre soupçonnés de vol de matériel de l'institution en chantier qu'ils revendaient en ligne sur une page Facebook. Retrouvez les détails en page 5. Et nous poursuivons avec le jour de Aman Mana qui met certaines femmes en avant. Elles sont 25 femmes africaines les plus influentes du monde. L'information est donc à retrouver dans ce journal. Et puis au bas de une, sondage, appel massif à la limitation des mandats présidentiels. Retrouvez également cette information en page 3 de ce journal. Avec le Messager, on parle de toute autre chose. Souveraineté sanitaire africaine, la voix du
Cameroun à Accra. On est comme ça au Nigeria. À la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le ministre Santé renseigne sur l'empreinte et l'expérience du leadership camerounais. Retrouvez les détails en pages 6 et 7. Au bas de une, différence SEDEC, COBAC, gare au discrédit de la CEMAC. C'est le titre que nous propose le journal Le Messager. Avec la nouvelle expression, parlons législative et municipale, le FFC est debout pour les nouvelles batailles. En effet, réuni en comité directeur national à Douala le 18 juillet 2026 pour la première fois depuis la présidentielle de 2025. Le Front pour le changement du Cameroun de Jean-Michel Ndiaye a arrêté plusieurs résolutions portant sur la préparation des prochaines échéances justement électorales. La principale résolution stratégique concernant toute l'opposition camerounaise. Jean-Michel Ndiaye, dans le cadre de l'APC, a surtout lancé un appel à une plus grande unité de toutes les forces de l'opposition afin de pouvoir contrecarrer le RDPC aux prochaines informations. L'information est en page 5 de ce journal. Avec la nouvelle, nous parlons déstabilisation. Le BIR face à la désinformation. Et puis, ILI, EPICIO, SNH, 250 milliards en moins dans le budget. En page 5, retrouvez les détails de ce grand titre. L'économie de Thierry et Kouti nous entraîne au port autonome, voilà, au port en eau profonde de Limbe. La construction tarde à se concrétiser depuis 15 ans. Le journal nous informe également sur la première étude de planification qui a été recommandée en 2010. Depuis lors, le projet piétine sans qu'aucune communication officielle ne soit faite sur ce qui bloque. Les détails en page 3 de ce journal qui nous propose ces entreprises qui se sont déjà manifestées pour les travaux. En petite une, Bipindi, Lolodov, la circulation bloquée depuis une semaine. C'est une information à retrouver en page 9. Et nous terminons cette revue de la presse avec Diapason. Diapason qui est un hebdomadaire de l'économie et qui nous parle également de SEDEC, COBAC. Comment sortir de la crise? Le directeur général de la SEDEC, Richard Evinaobam, dans sa tribune parle des voies de recours qui doivent être exercées et que triomphe l'état de droit et la bonne gouvernance. Le docteur Alain Koyok, expert international en gouvernance financière, propose une solution institutionnelle en 5 points. Voilà tout pour la revue de la presse de ce mercredi matin parfait à ici. Merci, merci à toi, Vivian Andrea, pour cette quintessence de l'information parue donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à très prochainement. À très prochainement, parfait à ici. 10h, 11h52. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Bon retour sur ce plateau et c'est pour donner la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce matin.
Oui, pour ce matin, nous aurons une dénonciation, je crois, qui va quelque peu secouer, hein, il faut le dire. Alors, nous la tenons d'une fille d'un foyer. Un foyer où, en réalité, elle a été, on peut dire, quelque peu adoptée par le monsieur, puisque lorsque la dame venait en mariage, elle avait déjà sa fille. Donc, il faut le dire, hein, la dénonciation vient d'un pays limitrophe au nôtre. Et le monsieur est hyper riche. Je peux vous dire que c'est un milliardaire. Alors, il se trouve qu'il est marié à sa femme depuis près d'une trentaine d'années. Et quand elle venait en mariage, vous disais-je, elle avait déjà sa fille. Mais il n'a pas eu d'enfant avec la dame. Absolument pas sur les près de 30 années de mariage. Mais la dame est venue avec une fille. Oui, sa fille. En arrière-plan, on dit qu'il y a une espèce de lien d'ordre spirit qui lie les deux. Et qui fait que, bon, en dépit de cette infertilité sur toutes ces décades, il ne pouvait pas s'engager à prendre une autre femme. Ou s'engager à faire des enfants en parallèle, à la faire à l'envers à la dame. Cependant, confronté à cette situation où, bon, ils sont déjà avancés relativement en âge, puisqu'il est à la lisière de 70 années, elle a passé la cinquantaine, et elle est déjà dans ménopausée, il faut une solution. La mère propose à son mari cette fois de prendre sa fille, celle avec qui elle est venue en mariage. Je te voyais venir. Voilà. Alors, il est d'accord. Non, monsieur est d'accord. Oui. Sa famille à lui est d'accord. La famille de son épouse est d'accord. Et la fille? Et la dénonciatrice n'est pas d'accord. C'est qui est la dénonciatrice? La fille, c'est elle qui... Elle est à peu près quel âge? Elle a passé les 26 ans. Elle a passé les 26 ans. Donc, on peut dire qu'elle est à la lisière de la trentaine. Elle n'est pas d'accord, elle ne comprend pas ça. Comment sa mère peut valider une telle histoire? Parce que pour elle, mais c'est son père. Même si elle n'est pas sortie, comme on dit, de ses rangs, c'est son père. C'est lui qui l'a éduqué, qui a assuré tout comme un père. Pourquoi aujourd'hui on doit créer ce chambardement? Ça ne passe pas. Elle a même consulté des hommes d'église, des religieux sur le sujet. Bizarrement, c'était comme un complot. Même la belle lui dit que non, vraiment, ne complique pas l'affaire. Il faut accepter. Pasteur, curé, tout ça. Donc, non, les pasteurs, les curés lui ont dit, vas-y. Non, il faut vraiment, qu'elle... Il faut pas déranger. Elle peut déranger, peut compliquer la vie et tout ça. Donc, du coup, elle s'en réfère à nous, elle apporte cette dénonciation pour essayer de trouver auprès de ceux qui constituent le panel et auprès de nos téléspectateurs quelques conseils par rapport à la crise qu'elle vit sur le plan émotionnel, mental et familial. Ah, il y a parfois quand vous avez des problèmes, vous pensez que vous êtes seul, hein? Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations très embarrassantes. Ah, sa propre maman est d'accord. C'est elle qui a même arrangé cette affaire. Il dit que la fête, tous les médias là doivent rester chez eux. Le papa de près de 70 ans, lui, il est également d'accord. Les deux familles sont d'accord. Même les hommes d'église sont d'accord. Mais la fille dit qu'elle n'est pas d'accord. Christian, quel est ton regard sur ces dénonciations? Que pensez-vous? C'est une situation, pour ma part, assez délicate. Je peux très bien comprendre la jeune dame, la jeune demoiselle, excusez-moi. Elle ne se voit pas en train de se mettre, en train de devenir la femme de son père. Le type l'a dit que ce n'est pas lui qui l'a accouché. Quelles sont ces histoires-là? Bon, écoutez, quand vous prenez un enfant, peut-être à 3 ans, ou 2 ans, ou 5 ans, je ne sais pas trop, et que vous l'éduquez toute une vie, 25 ans plus tard, vous voulez changer, n'est-ce pas, de paradigme et de pouvoir penser que vous pouvez vous l'approprier comme épouse, en ce moment, ça pose un problème sur le plan de la morale. Ouais. Et je pense que la jeune dame, la jeune demoiselle, autant pour moi, a tout à fait raison de pouvoir dénoncer cet état de choses, parce que je pense que même si au final elle finit par céder, il faudrait déjà savoir si ce serait un mariage où elle serait épanouie.
On te dit qu'il y a beaucoup de milliards dans cette affaire. Bon, il y a des gens qui ont des milliards, mais il faut qui tenir ne sont compte pas de ces évalués. détails. C'est le détail le plus important. Hein? On vous dit que ce monsieur est milliardaire. Pouvez-vous parler d'épanouissement? Bon, écoutez, enfin, en ce qui me concerne, je pense que l'argent ne fait pas toujours le bonheur, mais l'argent est Ça, ce indispensable. sont les histoires qu'on L'argent raconte ne fait dans pas les toujours- films. Mais donnez-moi d'abord l'argent. Mais l'argent est indispensable, ça à coup sûr. Donc, je pense que sur le plan de la morale, il faut quand même, il faut pas oublier cet élément-là, oui. Mais aussi, si les parents ont pris le temps d'analyser cette situation et de penser qu'elle peut finalement être la femme qu'on voudrait attribuer à ce monsieur. Je pense que peut-être que les parents ont toujours raison. Peut-être qu'il faut suivre, n'est-ce pas, et écouter la sagesse de nos aînés, et que peut-être que finalement, ils devraient s'y plier. Cyril Tchamba, il y a Christian qui parle que sur le plan moral, ce n'est pas bien. Lorsque vous avez pris un enfant à 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous l'avez élevé 25 ans plus tard, elle doit être ta voisine de lit. Ça peut créer quelques troubles au niveau psychique. Mais quelqu'un te dit à côté que n'oublie pas un grand détail. C'est qu'on ne veut pas laisser volatiliser ces milliards. Quel est votre regard? Vous savez, parfois, il y a des thématiques comme ça là, que Alain Douk pose qui me mettent toujours très mal à l'aise parce que Et pourquoi? il y a deux aspects dans l'affaire. Il y a l'aspect sur le plan moral. C'est là-dessus que notre ami américain a essayé d'aller et vous voyez que c'est glissant. Mais il y a aussi l'aspect des intérêts du monde moderne. Et c'est difficile de conseiller. Je veux vous dire, des fois quand vous avez quelqu'un qui vient vous poser un problème à la maison, même un voisin, un ami, sur le plan moral, vous pouvez lui conseiller. Mais après, il vous oppose souvent que mais le type va quand même me donner 50 000. C'est compliqué. Parce que Il y a un enjeu. la notion milliard que vous venez de dire là, ça change toute la perception du problème. Maintenant, sur le principe même spirituel, vraiment, tu ne peux pas élever un enfant et consommer. Vraiment ça. Mais le monde moderne, là, avec les enjeux compliqués, qui lui dit qu'en allant prendre un autre mari, elle trouvera le bonheur. Et quel bonheur recherche-t-elle? Quelle cohérence? Donc cela veut dire que si les parents ont pris une décision, notamment les hommes d'église aussi, c'est qu'il y a des motivations, plutôt peut-être économiques, Bien sûr. qui justifient que la fille puisse accepter la proposition de la mère. Cela veut donc dire quoi finalement? Sur quoi donc se charpente notre approche, n'est-ce pas, de la vie? Sur ce que nous gagnons, le plan matériel, ou sur la conformité que nous avons avec notre morale et la morale, ce en quoi nous croyons? Et véritablement, c'est un problème même au-delà d'Alain Douk. Parce que chaque fois dans la société moderne, nous sommes confrontés à ce dilemme. Voici l'argent, fais ceci. Non, ce que tu me demandes, ça ne correspond pas à ce que moi je peux. Mais il y a l'argent. Entre-temps, si je refuse l'argent, je ne sais pas comment je vais faire. Si on vous propose ça pour un emploi, comme ceux qui sont confrontés au problème au cas d'homosexualité, de harcèlement sexuel dans les emplois. On les conditionne. On les conditionne. Quelqu'un cherche son travail, on lui dit si tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Des fois, On ne te recrute pas. Des fois, ce n'est pas que sexuel. Des fois, c'est même simplement vous demander d'adhérer à des associations, à des cercles compliqués, ou même de faire du mal à quelqu'un d'autre. On vous dit quand vous êtes ici, sachez que le collègue tel, vous devez en finir. Cela veut dire que vous aurez la promotion. Donc la question ici, c'est comment on fait? Et surtout, il faut que les gens, en prenant des décisions, parce que le bien et le mal aujourd'hui sont biaisés. Ça que je développe ça parce que c'est très important, c'est biaisé. Certains font le mal pour atteindre le bien. Certains, parce qu'ils ont choisi le bien, font mal. Je m'explique. Vous avez les détourneurs de fonds publics. Quelqu'un est convaincu qu'il a volé 1 milliard ou 2 milliards. Mais s'il a scolarisé 50 enfants dans son village, les enfants là, ils voient qu'il a fait quoi? On trouve que c'est un monsieur bon. Mais les gens font même les lettres de réclamation auprès du président pour dire que libérez-le, il a peut-être volé, mais il était bien. On a eu le cas d'un directeur général d'un média national où les gens ont dit que vraiment il était quand même bien. Ouais.
Vous voyez dans quel dilemme même un responsable de haut niveau pour se retrouver. On lui dit, mais tu es le chef de concours de l'ENAM. Mais les enfants de notre village, si toi tu dis que les gens doivent composer pour passer, nous on fait quoi? Toi tu arrives dans les manifestations de ton village, personne ne te salue. Hein. Ouais. On dit il est méchant. Voilà, depuis qu'il est là-bas, combien d'enfants du village sont entiers là-bas? Vous voyez? Parce que des problématiques comme ça, donc ça peut se décliner sur plusieurs paramètres, périmètres de nos vies. Maintenant, le problème est là. Moi j'ai rencontré un aîné qui m'avait dit, On chutera lui, il a pas. assumé. Donc si vous choisissez de défendre les bonnes valeurs, vous devez être prêt à assumer le contre-coup de cela. Parce que notre société, elle est dure. Ça veut dire que vous avez refusé d'entrer dans un truc ou de faire quelque chose. On ne vous a pas donné l'emploi. Vous devez assumer de ne pas avoir de l'argent et vivre aussi modestement. Très bien. Il faudrait que, moi, voilà là où je pense que le problème devrait être posé. Poser la question à cette fille, qu'est-ce que, en soi, en quoi tu crois? Et est-ce que tu es en âme et conscience capable d'accepter les chemins qui vont être proposés par la suite? Et peut-être, pour un petit trait, crois-tu véritablement en ce que tu crois et en Dieu? C'est fini. Merci Cyril Tchamba. Cyril va nous faire comprendre que tout est entre les mains de cette jeune demoiselle. Alors, je voulais d'abord que certains en parlent avant de passer la parole à l'unique dame sur le plateau. Alors, madame, quand vous voyez quand même une mère, une maman, arriver au niveau de prendre sa fille et donner à son mari pour être consommé par son mari, entre guillemets, ça veut dire que les enjeux sont énormes, n'est-ce pas? Les enjeux peuvent être énormes, mais ils ne doivent pas nous faire oublier la morale. Ils ne doivent pas nous faire oublier l'éthique sociale. Et ils ne doivent pas nous faire oublier le bien-être de cet enfant qu'on voudrait mettre sur un plateau comme une vache à l'abattoir. Ce qui me gêne dans ce type de problématique, c'est que j'entende que les hommes d'église même sont d'accord parce qu'il y a un enjeu financier. Maintenant, on me dit que c'est une fille de milliardaire parce que c'est ce qu'elle est. Si tu as pris un enfant qui est devenu le tien, que tu as élevé, que tu as éduqué, à qui tu as inculqué certaines valeurs, tu lui as aussi passé un patrimoine. Une fille de milliardaire est milliardaire. On peut le dire comme ça. Si elle a été reconnue, elle est l'héritière de son père, l'héritière de ce couple-là. Et donc, pour rentrer en possession de cet argent, on lui demande de coucher avec un sénile pour lui faire un enfant. Qu'est-ce qui prouve d'ailleurs... Vous avez des mots bizarres. Qu'est-ce qui prouve d'ailleurs... Je m'excuse du terme parce que c'est des mots français et il faut le dire. Je préfère choquer l'opinion et être impopulaire, mais pointer cette problématique, c'est quand même quelque chose d'immoral. Qu'est-ce qui prouve qu'en allant se livrer à cet homme de 70 ans, elle pourra lui faire un héritier? Parce que la question ici, ce que je comprends, c'est qu'il cherche à avoir un héritier. Tout à fait. Qu'est-ce qui prouve qu'en allant se livrer à son père, elle pourra lui faire un héritier? Ce n'est pas le monsieur là qui l'a accouché. Oui, mais c'est son père. C'est son père, puisqu'il l'a adopté. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ce n'est qu'une adoption. Ils n'ont pas des liens de sang. Mais ça reste son père. Maintenant, moi, j'aimerais poser peut-être la question à la maman qui accepte un tel deal. Les enjeux. Est-ce que l'argent vaut tout? On parle de milliards. Mais c'est une enfant de milliardaire. Ça veut dire qu'elle évolue déjà dans un cadre de milliardaire. Ça veut dire qu'elle est capable de se trouver son jeune milliardaire. Parce que nous connaissons les réseaux. Forcément, hein. Nous connaissons les réseaux. Ce n'est pas contagieux. Au niveau du Cameroun, par exemple, les enfants de ministres côtoient les enfants de ministres. Les enfants de haut cadre côtoient les enfants de haut cadre. Nous prenons juste le cadre camerounais. Les enfants de milliardaires côtoient les enfants de milliardaires. Ça veut dire qu'elle a 30 ans et... Si j'étais à sa place, je ne demanderais même pas la permission parce qu'à 30 ans, on doit déjà partir de la maison de son père. On doit déjà avoir sécurisé quelque chose. Surtout lorsqu'on est un enfant de bonne famille. On a quand même déjà des fondations qui nous permettent de dire « voici les choix de ma vie ». Donc moi, je ne vais pas donner des conseils parce que c'est des choses... Peut-être c'est aussi une demande des choses compliquées comme on les connaît. Mais si j'étais mère, je n'accepterais jamais, mais alors au grand jamais, de livrer ma fille à
abnormalité. Parce que c'est une abnormalité. Alors, cet enfant a le droit de se choisir une vie qui lui convienne. Et ce n'est pas que de l'argent. Et si elle est un enfant de bonne famille, elle devrait déjà avoir une situation financière qui lui permet de vivre de manière libre. Alors, peut-être parce que vous êtes de la République tchèque, vous n'avez pas les mêmes problèmes que chez nous. Je vous dis ceci. Le monsieur là, c'est là notre héritier. Est-ce que tu comprends que les milliards là vont aller là-bas? Mais ce n'est pas un problème, cet enfant... C'est pas un problème. Oui, elle est capable de travailler son propre argent. Elle a quand même... Ce que je comprends, c'est qu'elle est adulte. Ça veut dire qu'elle devrait déjà avoir fini ses études. Il a dit. Elle peut travailler son propre argent, mais est-ce qu'elle peut devenir forcément milliardaire? Mais ce n'est pas ça qui compte. Il a dit que cette maman a ramené cet enfant dans le mariage. Tout à fait. Et que ce mariage, il a déjà duré près de 30 ans. Ça veut dire que si nous situons réellement l'âge de cette fille, ce n'est pas 26 ans, c'est minimalement 33 ans. Ça devrait une femme qui devrait déjà être, peut-être, qui aurait déjà pu fonder sa famille, à moins qu'elle ne veuille pas se marier à temps, mais qui devrait déjà être une femme autonome. Ce n'est plus une jeune fille, c'est une femme. Parce qu'il a dit la jeune fille, c'est une femme. Elle devrait déjà être autonome. Parce que lorsqu'on a des enfants, on les sécurise si on a un bon papa, si on a un bon parent. Un parent milliardaire aurait déjà certainement sécurisé la vie de cet enfant-là. Je vais... À partir de ce postulat... Prenons un peu l'inverse. Hein. Vous êtes carré, vous êtes extrémiste à la limite. Prenons le cas où cette femme, cette trentaine, à la trentaine, accepte d'aller avec ce monsieur que vous avez qualifié de sénile tout à l'heure. Qu'est-ce qui va changer? Quelqu'un va mourir? Elle a dit qu'elle n'a pas accepté. Il a dit qu'elle n'a Non, pas on accepté. peut la convaincre. Personne ne va mourir. Surtout que personne avec elle. Hein. Personne. Tout le monde lui demande de ne pas déranger, d'aller. Mais on appelle ça... Est-ce qu'elle est plus intelligente que tout le monde là, même les hommes d'église? Non, on appelle ça, c'est un peu de la manipulation émotionnelle. Ça, c'est de la manipulation émotionnelle qu'on est en train de faire. C'est elle qui va gagner. Hein. Elle ne gagne rien. Moi, je lui dirais qu'elle ne gagne rien. Est-ce que le monsieur là va encore vivre longtemps? Si elle m'écoute, je lui dirais, tu ne gagnes rien. Effectivement, à partir de ça, à partir de là, le monsieur, il a déjà 70 ans. Ça veut dire qu'il peut même collapser aujourd'hui. Et cette richesse-là va rester entre les mains de sa mère, la mère de cette fille. Pourquoi donc sacrifier quelques années pour de l'argent que tu peux toi-même travailler? Parce que je rappelle que cette fille, elle a plus de 30 ans. En réalité, aussi bête qu'elle puisse être, si elle est bête, et j'imagine qu'elle ne l'est pas, elle devrait déjà normalement avoir un travail ou alors une petite entreprise, puisque son père est entrepreneur milliardaire. Moi, je vais sur ce postulat-là. Ce n'est pas moral, ce n'est pas éthique, c'est de la manipulation émotionnelle. Elle ne devrait pas céder parce qu'elle a une vie à construire pour elle, qu'elle fasse ses choix. C'est compris, hein, Pati Bébé, pour votre regard. Renaud et Boto, que faisons-nous en pareille circonstance? Bon, déjà, je ne pense pas que l'histoire n'a pas lieu au Cameroun. Hein. J'ai bien l'impression que cette histoire a lieu au Cameroun. Et je félicite la jeune dame pour sa probité morale, parce qu'elle a du respect pour sa mère, qui elle-même, sa mère n'en a pas pour elle-même, et pour son mariage, elle a du respect pour son père, parce que en fait, le monsieur, c'est son père, il est élevé. Donc, le monsieur, après 30 ans de mariage, n'a pas pu avoir d'enfant avec son épouse, encore moins d'enfants dehors. Donc, on n'est même pas sûr qu'il peut en faire, même avec la fille. Donc, j'ai l'impression que c'est juste quelqu'un qui a élevé la fille et a toujours voulu qu'on en arrive où nous sommes. C'est-à-dire, qu'elle se fasse payer en nature. Voilà, il a vu grandir un arbre et a toujours... La fille, elle doit être jolie, hein? Elle doit vraiment être jolie. Il a toujours rêvé de manger les fruits de cet arbre. Et donc, il a un peu fait du chantage. C'est un prédateur. C'est un prédateur. Comme beaucoup de jeunes hommes qui épousent des mères célibataires qui ont des filles. Vous voyez? C'est-à-dire que la fille grandit devant le monsieur, ses formes s'arrondissent, les yeux du monsieur brillent et se dit que un jour ou l'autre, lorsque l'occasion se présentera, il pourra... Parce que lui, il sait que ce n'est pas son sang, ce n'est pas sa fille. Donc c'est une jeune fille qui déambule dans son salon à longueur de journée et se dit qu'il pourra tôt... Il attend juste le bon moment. Il attend le bon moment, la bonne occasion. Et donc... vous comprenez que les hommes d'église,
moi, je peux les comprendre. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a eu des cas un peu similaires. C'est-à-dire, on a eu quelqu'un qui a fait l'enfant avec sa servante. On a eu quelqu'un qui a fait les enfants avec sa femme étant sous. C'est dans la Bible. Oui. Donc, pour dire que les hommes de Dieu, pour eux, ce n'est pas un scandale. C'est-à-dire que s'il faille procréer, et on ne sait même pas peut-être que c'est cet enfant-là qui sera le sauveur de l'humanité. Donc, j'essaie de raisonner un peu comme les hommes d'église. Il ne faut pas trop leur en vouloir. C'est vrai que le facteur X dans cette affaire, c'est les milliards, et qu'ils savent qu'en donnant un bon conseil, la dîme à la messe ce jour sera importante. Donc, vous comprenez que... Et il y aura leur part sur ça. Mais bien sûr, tout est un peu mélangé dans l'affaire. Donc, moi, je crois que si on reste sur le plan moral, la fille ne devrait pas accepter, elle devrait garder sa position, elle ne devrait pas accepter d'épouser le mari de sa mère. Parce qu'en fait, ce qui choque, c'est de voir la même nudité que sa mère a vue, en fait. C'est ça le problème. Chez nous, en Afrique, ce sont des choses qui se font depuis la nuit des temps, mais en cachette. On n'épouse peut-être pas, sauf si on est un chef ou un roi. Là, on peut se le permettre. Mais dans nos villages, il y a des enfants qui sont faits comme ça. On voit la fille, quand elle est enceinte, on la cache un peu. Quand elle accouche, sa mère adopte l'enfant. Ça se fait. Ça c'est toujours Alors fait. que c'est le mari. Alors que c'est le mari. Le mari, il est très calme. Il ne parle pas du tout. Et puis, ça se fait. Mais, dans un monde moderne, c'est un peu compliqué. Donc, chapeau à la fille qui a refusé les avances de son père milliardaire. Il faut qu'elle reste ferme. Elle ne cède pas. Alain Doku pense également que cette fille doit rester ferme, même si à un moment donné, elle peut mettre sous le sceau de la malédiction, hein, parce que sa mère peut commencer à hausser le ton. Il y a également sa propre famille, dans la famille de la maman, qui peut dire que mais, ma fille, tu veux laisser partir tous ces milliards, pourquoi tu es méchante comme ça? C'est-à-dire dans un contexte, cette fille peut plutôt être celle qui est méchante. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je dis qu'il y a une véritable ligue contre la fille. Vous voyez tous les composants, tout le monde est ligué contre elle. Il faut avoir une force mentale pour résister et raisonner tout ce monde. Et vous voyez, d'autant plus que dans cette ligue, vous avez même des gens qui sont vos aînés, qui ont les cheveux blancs sur la tête, etc. Les tantes qui crient là-bas, vocifèrent-ci, les grands-pères, c'est pas facile. Je vais dire un passage, c'est dans Job 32, du verset 7e au verset 9e, qui dit ceci: « Je me disais, l'âge parlera, et le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Ce ne sont pas les vieillards qui sont sages, ce ne sont pas les vieillards qui comprennent ce qui est juste. » Donc, là, vous voyez bien qu'on peut être là avec nos aînés, et vous voyez comment les gars sont à la dérive. Donc, le grand nombre d'années n'est pas toujours synonyme qu'on est sur la bonne voie. Et à cela, ajouter encore des hommes qui sont supposés être éclairés. Quelqu'un disait que l'âge ne fait pas forcément des sages. Voilà. Et ne fait que des vieillards. Belle rime. L'âge ne fait pas... Et vous voyez des gens qui sont supposés être éclairés. C'est-à-dire que ne confondons pas les ecclésiastiques, hommes d'église, avec hommes de Dieu. Ouais. Ah ben non. Tout le monde n'est pas un. Parce qu'il y a des gens qui font profession d'être hommes de Dieu, mais ne le sont pas. C'est la profession. Donc, il ne faut pas confondre ça. Ben, maintenant, je pense qu'on a aussi un tout petit peu négligé l'aspect occulte. Oui, vous l'avez relevé. Je l'ai relevé. Moi aussi. Le monsieur, c'est pas dit foncièrement qu'il ne peut pas faire d'enfant. C'est qu'il y a un deal occulte qui fait que non, il ne pouvait pas transgresser n'importe comment avec sa femme. Ils sont liés. Et en réalité, des informations que j'ai eues, elle est la trame même de sa prospérité. La mère de la fille. Donc c'est en fait elle qui pilote l'affaire et qui dit donc comment ça doit se passer maintenant à cette étape-ci. Donc, c'est pas évident. C'est une véritable tragédie familiale. Et moi, je partage votre avis. Quand vous dites que vraiment c'est immoral, bon, attends un peu, tu as donné le beurre à la petite fille. Ouais, les gars, jamais. Mais elle est plus petite, L'image là, ça ne quitte pas, ça ne quitte pas. Tu lui as administré le beurre, je sais pas moi quoi, c'est quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai voulu réagir quelque peu à ce que disait Alain Doku et même les autres, parce que quelque chose me vient. Et c'est du vécu, parce que de temps en temps, quand je parle de choses, sachez que j'ai une certaine pesanteur, certaines thématiques, parce que je les côtoie.
en fait, je me demande jusqu'à quel montant l'amour existe encore ou la morale. Parce que les problématiques là, hein, ce n'est pas seulement sexuel. Dès que vous parlez de milliards, la femme, le mari, les enfants, ce n'est plus l'affaire d'amour. Hein. Chacun a la calculatrice. Je vous pose encore la question, dans nos familles, jusqu'à quel montant l'amour ou la morale existe encore? C'est le fond du problème. Mais tu poses en d'autres termes la problématique de l'ouvrage à agent. Voilà. Oui. Je vous dis, vous allez être bien avec les gens. Le jour où on commence à dire 20 000, il dit non, tu es un frère. 100 000, c'est un ami. 200 colos, il dit que parfait. 1 million, c'est gâté. Donc, la question. J'ai eu un patron qui m'avait dit un jour, tu sais, parfait, tout le monde a un prix. Je lui dis, ça veut dire quoi? Il dit, on peut venir vous voir. On dit, bon, parfait, fais-nous tel article dans ton journal, voilà, 500 000. Tu dis, mais attends, vous me prenez à 500 000 francs? Faut arrêter ça, hein? Moi, je respecte l'éthique et la déontologie. Les gars doublent la mise, ils sont à 1 million. Et tu leur dis, non, vous voyez, dans ces choses-là, ce n'est pas d'abord l'argent qu'il faut mettre en exergue. Les gars disent, parfait, on te donne 5 millions. Tu commences à dire, bon, en réalité, quand je vous parlais tout à l'heure, c'est parce que vous êtes venu avec un mauvais temps. Et tout ça. Et tu prends les 5 millions pour l'article au journal. Ça veut dire qu'on a atteint ton prix. Bien sûr. Il y a un film d'ailleurs qui était très célèbre, qui s'appelait un vieux film Proposition indécente. Oui. Succinctement, le type est dans les problèmes avec son épouse. Ils vont dans une salle de jeu et il se déclare un milliardaire qui est là, qui regarde. Il dit non, pour rien au monde je ne pourrais prendre du pain de ma femme. Le gars lui dit, bon, vos dettes c'est combien? Il dit $1 million. Il dit, si je te donne $1 million pour une nuit avec votre femme, tu dis quoi? J'ai vu ce film. Ils ont dit tout de suite non. Mais ils sont allés se coucher. La nuit, ils se sont bousculés. La femme lui dit que voilà l'affaire. Parfait. C'est même quoi? Est-ce que ça même long? C'est peut-être que je vais demander que jusqu'à quel montant, c'est jusqu'à où l'amour est. Voilà donc la tragédie. C'est-à-dire que la dialectique existentielle dans laquelle nous sommes. Parce que justement, c'est ça qui essaie de résoudre l'ouvrage à agent. Je suis passé là et j'ai été interpellé par monsieur, il est le chauffeur. Et puis c'est une haute personnalité de la République aujourd'hui à la retraite qui a envoyé son chauffeur venir m'appeler parce qu'il m'a vu dans le quartier populaire en question. Et quand je viens le saluer, il me dit, justement, il me dit, monte derrière là et tout, va me monter où il y a ton ouvrage, là, argent et tout, on va l'acheter. Je lui dis donc, bon, on peut donc se diriger vers la librairie des peuples noirs au niveau de la SNL et tout. Il dit, d'accord. Il me dit, parce que je pense comme toi que vraiment on doit encadrer la société par un certain nombre de valeurs. Et lui, cette haute personnalité a travaillé justement où il y a de l'argent, dans le pétrole. Donc, tu dis bien, parce que si finalement chacun a un prix, je vous dis que vraiment l'avenir des valeurs... Ce malheureusement, j'ai peur de dire que réfléchis bien. C'est comme si chacun a un prix. C'est très compliqué. Quand on n'a pas encore été ton prix, tu peux m'en parler fort. Au nom de l'argent. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que depuis qu'on a l'impérium de l'argent, on veut donc voir comment l'argent œuvre pour le bien de tous. Et on voit que c'est une tragédie. Merci. Et il y a Pati Bébé qui veut absolument coller à notre petit commentaire. Allons-y. Je voudrais dire une chose sur cette question, argent et morale, pour dire que nous devons apprendre à ce que l'argent soit notre esclave et non nous l'esclave de l'argent. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand je le parle, cette situation immorale dans les familles dont il a parlé aussi un peu, moi par exemple dans ma famille j'ai vécu cette situation l'année dernière. Ma jeune sœur, elle a épousé quelqu'un où elle a amené des enfants. Cet homme a abusé sexuellement sa fille. Oh là là. De 15 ans. Ça existe. Bien sûr. La fille avait 13 ans, 14 ans, elle a conçu. Et au Cameroun, le plus difficile, c'est ce cas-là. Parce que tu ne peux pas intervenir médicalement pour interrompre la grossesse sans que la justice approuve. Et je me dis, mais nous sommes là, nous avons un cas d'une mineure de 13 ans qui est tombée enceinte suite à un abus sexuel, et vous attendez que la justice aille jusqu'au bout pour interrompre cette grossesse-là. C'est illogique. Cet enfant qui va naître, elle ne l'a pas voulu. Ça veut dire que c'est un traumatisme concret au sein de la famille. Et ce qui est grave, c'est que la maman de cette fille a aidé cet homme à fuir. Voilà. Quand on a déposé plainte, c'est elle qui a annoncé à son mari, entre guillemets,
qu'on a déposé une plainte contre toi. Et à ce jour, cet homme, je ne vais pas dire son nom à la télé, il court toujours. Mais je lui ai dit qu'un jour, il va faire face à la justice pour cet acte-là. Parce que ce sont des choses qui ne doivent plus jamais être négligées au sein des familles. Donc, pour dire, si c'était une question d'argent, parce que cet homme s'occupait de sa femme, elle y voyait un mariage, elle ne voyait pas le bien-être de sa fille que cet homme a abusé. C'est pour ça qu'on dit, oui, chacun a son prix. Mais il faut désormais que nous ne soyons plus esclaves de l'argent, mais que l'argent devienne notre esclave. Et c'est nous qui décidons ce qu'on en fait. Pour le bien de tous. Pour le bien Merci. de tous. Allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Hein. Bonjour chers voisins, l'Américain et la dame parlent tellement bien que les principes, l'amour, la morale, l'éthique, perfecto. On parle d'un milliardaire dans un contexte africain, dans un pays pauvre où les gens tirent le diable par la queue. Chers voisins, et si cette fille ne s'exécute pas, ses jours sont comptés. Ou alors, la folie la guette, le village ne va pas la louper. C'est Saïd Di Caprio depuis Garoua. Un autre message, hein, ce matin, que dit ce téléspectateur ou alors cette téléspectatrice? Bonjour parfait, joli costume. S'il te plaît, j'ai besoin du numéro d'Alain pour une dénonciation fracassante. Le maire... Bon, il cite le maire d'une localité là, qui met donc la vie des Camerounais en extrême danger. Oui, appelez-moi après l'émission, hein, on vous donne le numéro d'Alain Douk, ou bien Alain Douk dit souvent de le retrouver où là. Oui, bon. Prenez, 6 70 13 55 07. On peut reprendre. 6 70 13 55 07. Un autre message ce matin. Bonjour parfait et à votre panel. Concernant la dénonciation d'Alain, c'est inconcevable que l'enfant aille avec son parent, tant sur le plan moral, social, spirituel, et j'en passe. Vous dites toujours que vous ne comprenez pas cette citation du président de la République, les mentalités pouvant évoluer dans un sens comme dans l'autre. Voilà donc un exemple de mentalité évoluée dans un sens. En Afrique, nous savons que l'enfant n'est pas que celui du géniteur, mais celui de celui qui l'a élevé. L'abomination dont font preuve ces familles, hommes d'église et consorts, ne doit pas être cautionnée. Que la jeune demoiselle s'oppose farouchement à cette proposition, quitte à ce que son père la renie. Ça, c'est purement et simplement du satanisme en gestation. Merci. On va lire d'autres messages ce matin. Bonjour, Perfecto. Tout le monde a effectivement un prix. Regarde les activistes anti-gouvernementaux qui étaient les plus critiques. Aujourd'hui, certains défendent contre vents et marées des pontes du régime. Tout le monde a des valeurs jusqu'à ce qu'on arrive au prix. État, mais depuis l'école de poste. J'aime voir la bagarre là. J'aime voir la bagarre là de certains influenceurs qui étaient pourtant des très grands amis il y a quelques mois. Et maintenant, ils sont diamétralement opposés. On a atteint le prix de certains. Et c'est ça, il ne faut pas qu'on en arrive à ça. J'adore le combat. J'adore ce combat entre ces deux influenceurs. Oh, il est beau. Alors quelqu'un me dit ici, salut le panel, je voudrais bien savoir pourquoi la veste de Perfecto a la même couleur que le rouge à lèvres et le cadre des lunettes de la jeune dame qui est sur le plateau. C'est son Benjo et vraiment, les gens sont terribles là. C'est quand même ça. C'est mon chéri, c'est mon chéri. Seulement, voilà. Très suspect. On suspecte tout dans ce pays. Un autre message ce jour, hein, que dit cette téléspectateur ou cette téléspectatrice. Bonjour Perfecto, le Kylian Mbappé de la modération. L'analyse de la dénonciation d'aujourd'hui n'est pas aussi évidente. La morale voudrait que la fille reste ferme, mais dans un contexte de misère. On peut aussi comprendre la position de sa mère. Et dans la Bible, on a vu à peu près un problème similaire. Sarah qui a donné sa servante Agar à son mari Abraham pour en faire un enfant. Confère Genèse 13, 1 à 3. C'est Emmanuel depuis San Aliment. Pourquoi vous dérangez les gens? C'est bon,
non, sa fille. Un autre message ce matin. Bonjour le plateau. Je pense que c'est incroyable de prendre sa fille comme femme après son éducation. C'est son père sur le plan spirituel. En revanche, il faut dire que le monsieur veut absolument sucer le sang de sa fille. Et le sang. Était le sang et le sang. Et le sang. Sur le plan relationnel, la fille a le droit de choisir sa forme de vie. C'est donc une imposture. Son souci n'est pas d'émanciper sa fille. Le monsieur conditionne son argent. C'est sans doute l'argent sale. La fille doit dire niet. Les hommes de Dieu dont on parle dans le thème sont cupides. C'est Thomas Noir qui envoie cette contribution. Lisons peut-être deux dernières réactions. Bonjour l'Onkouta de la modération. Bébé parle parce qu'elle n'a pas encore été confrontée à la puissance de l'argent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Chaque âme a un prix. La mère de la fille sait ce qui est bien pour sa fille et elle devrait céder. C'est l'épicurien Poutine. D'abord, si tu es épicurien... On comprend tout. On peut la comprendre. C'est un jouisseur. Je vais vous amener au 212. Notre ami du 212 nous retrouve ce matin, après plusieurs semaines de disparition. Voici ce qu'elle dit. Alain Douk, j'ai une question concernant l'histoire de cette petite de 13 ans dont a parlé la dame sur le plateau. Je sais que l'avortement est quelque chose que le Seigneur ne cautionne pas, mais honnêtement, est-ce que je ne ferais pas avorter ma fille de 13 ans juste parce que c'est un péché alors qu'elle risque la mort? Et on peut même parler pour ces autres femmes victimes de viol. Tu dis quoi? Ben, c'est ça. Moi, je n'ai pas de prétention à entrer dans la science de Dieu forcément en toutes circonstances. Je reconnais aussi mes limites. Il y a des sujets sur lesquels je suis baba. Je n'arrive pas à me prononcer tellement c'est compliqué. Je vous amène au plus 974. C'est un message qui nous vient du Qatar. Bonjour Perfecto. Tu aimes les bonnes choses. Malheureusement pour la dame, tu es déjà marié. À moins que ton épouse l'accepte comme seconde femme. Bonjour à mon ami Cyril Chamba. Bonjour. Qu'est-ce que tu as dit sur la dénonciation? Attends, il y a les avantages du métier, cher ami du Qatar. Alors, prenons un autre message. Je suis tellement bousculé, chacun veut voir son message lu. Alors, je prends rapidement celui-ci qui nous vient du plus 33. C'est un message de la France. Bonjour Perfecto. Ce monsieur est un sorcier. Et cette femme est une sorcière. La famille est sorcière. Et si la fille là ne part pas de là rapidement, elle va devenir sorcière. Si elle ne l'est pas déjà, bonne chute d'émission. Il a tout dit. Donc c'est un bal de sorcier. 10h, 11h52. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Si vous nous retrouvez à l'instant sur ce plateau, sachez que vous regardez votre chaîne de télévision Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé au Cameroun, au quartier Efoulan, descente gendarmerie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Espace Miné, c'est votre programme et nous sommes sur mercredi diaspora. Une interrogation, quel peut être l'apport de la diaspora pour un Cameroun émergent? Christian Afana, vous qui êtes du côté des États-Unis, valeureux Camerounais dont de la diaspora, au moment où nous parlons de l'émergence du Cameroun, quel peut être votre rapport
vous qui êtes de l'autre côté, vous qui êtes de la diaspora? Merci, parfois ici, de me passer la parole à nouveau. Vous savez, c'est un sujet, je dirais pas délicat, mais c'est un sujet très préoccupant et assez intéressant. Préoccupant, pourquoi? Parce que nous pensons que la diaspora devrait être un atout majeur pour le développement de notre pays, le Cameroun. Mais il faut pouvoir créer des éléments qui permettront à cette diaspora de pouvoir mettre à disposition ses compétences, ses valeurs, ses connaissances pour véritablement permettre à notre pays de pouvoir décoller. Mais je pense qu'il s'agit ici beaucoup plus d'une volonté politique pour que cela soit effectif. Oui. Au Cameroun, aux États-Unis par exemple, pour prendre seulement le cas des États-Unis, il y a des Camerounais qui sont aux États-Unis. Je peux vous garantir, Monsieur Parfait, qu'il y a des Camerounais qui sont milliardaires aux États-Unis. Ah bon? Oui. Milliardaires en dollars? Oui. T'imagines? Pas dans nos petits machins Non, de ça, je peux vous CFA là. garantir. Il y a des Camerounais Il y a des milliardaires en Camerounais dollars aux États-Unis. En dollars aux États-Unis, oui. Et qui n'attendent que d'avoir des opportunités de pouvoir servir leur nation d'origine, qui est le Cameroun. Mais malheureusement, à chaque fois que certains ont essayé, ils sont toujours butés à un système qui, au lieu de mettre en place des dispositions qui permettront éventuellement à ces Camerounais de permettre au Cameroun de pouvoir se développer, ils trouvent plutôt un système qui est complètement bloqué. C'est-à-dire que vous avez de bonnes intentions, peut-être d'investir au Cameroun, mais on ne vous donne pas la possibilité de pouvoir le faire. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles à pratiquement tous les niveaux. Et c'est là le véritable problème. Mais nous sommes assurés que nous sommes certains que s'il y avait des dispositions, peut-être sur le plan administratif, et qu'on mettrait en pratique ces dispositions, il serait plus facile pour nous de venir au Cameroun, d'investir. Mais ce n'est pas évident pour nous de pouvoir le faire. Ce n'est pas un manque de volonté, mais il y a un désir profond de pouvoir entrer aux sources et de pouvoir faire des choses dans ce pays. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours évident que cela soit effectif à cause de ces blocages. Que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan social, ce n'est pas évident. Très bien. Merci Christian. Je le fais à dessein. Je veux d'abord que ceux qui sont la diaspora eux-mêmes puissent d'abord parler de leurs problèmes. Parce que nous passons le temps ici à parler de la diaspora. Parfois eux-mêmes ne sont pas là. Et quelqu'un nous renseignait que celui qui parle en mon nom sans moi est contre moi. Donc, alors... bébé, c'est votre nom, hein, ce n'est pas que je vous En précisant importante, Quand je vous dis, alors bébé, c'est un peu compliqué là, mais c'est votre nom. Alors, vous qui êtes du côté de la République tchèque, c'est pas la première fois que nous mettons ce genre de sujet et entre la diaspora sur ce plateau. Ils sont justement nombreux qui pensent que au Cameroun, vous n'investissez pas suffisamment parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles. Entre-temps, si vous aimez réellement votre pays, est-ce que vous ne pouvez pas trouver des stratégies pour contourner ces obstacles? Oui, c'est une question sur laquelle je me suis étayée plusieurs fois quand j'en ai eu l'occasion. Et la vraie problématique, comme il disait, je vais le dire dans un cadre beaucoup plus approprié, c'est le manque de cadre institutionnel. Le manque de cadre institutionnel fait en sorte que les Camerounais ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils veulent ramener de la connaissance, ramener du savoir-faire, ramener des fonds. Il faut quand même préciser que officiellement, il y a 600 milliards de francs qui sont transférés par les Camerounais de la diaspora au Cameroun, officiellement. Parce que moi, je situerais d'ailleurs, parce que j'ai fait mes petites recherches, je situerais cette somme à plus d'1,6 milliard. Parce qu'il y a désormais des canaux non officiels. Quelqu'un qui voyage, qui donne de l'argent,
ou quelqu'un qui est sur place qui dit donne de l'argent à ma famille, je te rembourse quand tu reviens. Il y a cet argent-là, il y a ce montant-là qu'on ne peut pas canaliser. Donc, c'est le manque de cadre institutionnel. Et nous, au niveau du PCRN, et là, je vais venir sur une proposition politique, nous avons déjà proposé un cadre institutionnel tel que la création du guichet unique pour la diaspora et la création d'une direction pour la diaspora au niveau du ministère des Relations extérieures. Chose qui est restée lettre morte. Je pense que ça existe, hein. Ça existe. Si ça Il y a une existe, direction qui est pour les Camerounais de l'extérieur. si ça existe, ce n'est pas connu, ce n'est pas publicité. Ça veut dire beaucoup de Camerounais ne sont pas au courant. Et il y a cette question des guichets uniques. Un guichet unique qui permettra de canaliser et d'orienter les fonds pour les investissements. Aujourd'hui, quand on regarde ces fonds de 60 milliards, ça va dans la santé pour soutenir les familles pour la santé, l'éducation, les petits projets, l'immobilier. Mais combien de Camerounais, par exemple, se font prendre dans le piège de l'immobilier, même au sein des familles? Moi, j'en ai été victime. Je peux dire que je suis une victime de la diaspora qui a connu toutes les catastrophes. Donc, il faut un réel cadre institutionnel. En plus, il faut un cadre financier. Nous avons quand même des banques camerounaises. Nous savons qu'il y a une banque, là, je n'en ferai pas la publicité, qui essaie déjà de capter les fonds de la diaspora en facilitant la création d'un compte en ligne. Mais encore que, lorsque tu as créé un compte en ligne, lorsque tu as ouvert un compte au Cameroun et que tu y as déposé ton argent, tu es limité au niveau de la CEMAC pour les mouvements de fonds. Moi, j'étais au Cameroun en 2021. J'ai passé 2 ans ici. J'avais un projet au niveau de l'élevage organique, bio, comme on appelle. J'ai lancé des fermes bio. Une est encore fonctionnelle, une j'ai dû fermer. Lorsque je suis partie, j'avais un compte bancaire. Je suis partie pour le Nigeria parce que j'ai été affectée ou alors appelée à travailler avec l'ambassade de République tchèque au Nigeria à Abuja. Je suis partie avec ma carte. Mais je vous dis, pour que je touche mes fonds, chaque fois que je faisais une transaction, il fallait que j'envoie à ma banque pourquoi j'ai utilisé mes fonds, pourquoi j'ai utilisé mon propre argent. Chaque fois, je recevais, si vous n'envoyez pas les justificatifs, alors que quand je partais, je leur ai dit, je partais pour le Nigeria parce que je vais travailler. Quand je partais, ils m'ont dit de leur présenter mon billet d'avion, ils m'ont dit de leur présenter mon visa, j'ai tout donné. Mais même étant au Nigeria, je ne peux pas librement utiliser mon argent. Ils me disent que c'est pour lutter contre le terrorisme et le blanchissement. Quand on parle de terrorisme et de blanchissement, qui sont les premiers blanchisseurs d'argent ici? C'est pas moi. C'est pas moi, ce sont les gens qui gouvernent ce pays, ce sont les gens qui ont des gros business. J'espère que vous avez des preuves, hein? Je veux dire, je le dis comme ça, je soupçonne que ce sont ces personnes-là sur qui on devrait plutôt mettre des barrières, mais pas sur quelqu'un comme moi qui travaille normalement son argent et qui voudrait l'utiliser. D'accord? Et lorsque vous arrivez maintenant en Afrique de l'Ouest, le CFA qui est ici n'est plus le même là-bas, n'a plus la même valeur. Et pour les échanges même entre les 2 pays de zone CFA, c'est toute une difficulté. Donc il y a aussi des cadres institutionnels, des cadres financiers. Pourquoi nous n'avons pas, comme la diaspora chinoise, comme la diaspora syrienne, comme la diaspora libanaise, des banques à l'étranger, nos banques à l'étranger, qui permettraient de canaliser les fonds et de les renvoyer vers des investissements? Parce que c'est ça le problème. Combien d'entreprises nous avons ici, au niveau public ou privé, qui permettent à la diaspora de venir en toute sécurité placer ses fonds quelque part dans un projet. Un grand projet de développement immobilier, par exemple, on dit, on a une société immobilière ici, comment on l'appelle? La SIC. Combien de temps, combien de fois la SIC approche avec un plan? Parce que moi, quand je travaille mon argent, je ne vais pas venir le mettre au hasard sur un truc. Je veux savoir que si je vais l'investir, je vais avoir des retombées. Retour sur investissement. Et nous avons également ce qu'on appelle des bons. Des bons qui sont souvent lancés par notre État, préfère aller au FMI au lieu de lever les fonds chez les privés comme nous. Parce qu'il y a, comme il a dit, aux États-Unis. Je pense qu'il y a quelques semaines, le gouvernement a entrepris une affaire comme celle, une telle manœuvre, en invitant certains comme la diaspora. Ils sont en train de vouloir lever 2000 milliards. Oui, mais la question c'est combien font confiance à ce projet-là? Parce qu'on a vu plusieurs fois
des projets qui ont essayé d'être lancés pour canaliser l'argent de la diaspora et beaucoup de gens ont été déçus. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une question de réseau. Ils veulent que tu connaisses quelqu'un. Moi, je suis allée dans un truc, on m'a dit vous venez de la part de qui? J'ai dit, je viens de ma part. Je viens de ma part. Je suis un Camerounais. Je viens de ma part. Vous venez de la part de qui? Ça ne veut rien dire. Mais comment donc je vais venir dans un état où il faut qu'on me dise qu'il faut... Je suis suffisamment adulte pour savoir dans quoi je vais utiliser mon argent. Mais on veut quelqu'un qui vous prenne le bras pour vous dire, ouvrez la porte à ma fille. C'est de ça que la diaspora... Vous avez dit que vous venez de qui? J'ai dit, je viens de ma part. Je suis pas un petit bébé. D'accord? Et non, mais on m'a... Oh, d'accord. Et en même temps, je ne vais pas chuter parce que permettez-moi de le dire. Allons-y. En 2009, moi, je suis en République tchèque depuis 2004. J'y ai ma résidence permanente. Je suis binationale. Et j'ai trouvé des Camerounais là-bas dans la souffrance complète. Parce qu'à l'époque où j'arrive, pour renouveler ton passeport, tu devais aller en Russie. 1500 km, tu devais aller en Russie. On a fait ce qu'on appelle la réorganisation diplomatique, des institutions diplomatiques camerounaises. Les Camerounais de la République tchèque, de la Slovaquie vont désormais en Allemagne, ce qui est bien, mais c'est toujours loin. Parce que si tu dois aller à l'ambassade, il faut prendre deux jours de congé, parce que de congé de travail, si tu es employé. Donc il n'y a pas d'ambassade en République tchèque. Et moi, en 2009... Je pense que le message est en train de passer. En 2009, je suis allé au ministère des Affaires étrangères proposer, dire je veux ouvrir un consulat honoraire. À ce jour, on ne m'a jamais répondu. Donc je m'adresse aujourd'hui, face télé, vous avez beaucoup de problèmes, au ministère des Affaires étrangères camerounaises. Nous avons des compatriotes en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, en Autriche, pour qu'on puisse ouvrir un consulat honoraire. Donnez-moi cette opportunité de servir mon pays. Merci, bébé. Le message est passé. Surtout que de ce côté, il y a plusieurs Camerounais. Les gouvernants vous ont écouté. Cyril Tchamba, vous maîtrisez également bien la diaspora camerounaise. Ce matin, nous voulons savoir ce que propose la diaspora pour un Cameroun émergent. J'ai l'impression que les deux Camerounais sur la table, Camerounais et la diaspora, nous font comprendre qu'ils ont des choses à proposer. Malheureusement, il y a des blocages. Oui, ce qui est certain, c'est que l'auteur avait dit que quand on part ailleurs, on acquiert toujours des choses nouvelles. Et on revient avec ces choses-là qui peuvent être bénéfiques pour le pays. Et notre diaspora, on le dit ici tous les mercredis, je crois que parfois ici, votre émission est peut-être une des émissions les plus en vue dans la promotion de la diaspora. Merci. Parce que consacrer les mercredis à parler des problématiques qui touchent la diaspora, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes très regardés, c'est une bonne chose. Félicitations à vous et à la chaîne. Merci. Maintenant, il faut dire que il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de contexte. La participation peut être économique. Elle est même déjà économique, effective. Fatih Bébé dit quelque chose. Elle dit que nous sommes à 1600 milliards. C'est énorme. On met en place un certain nombre de dispositifs et de mécanismes qui ne marchent pas. Par exemple, les 2000 milliards qu'on demande là, quelle est la contrepartie? Parce que quand le gouvernement demande à la diaspora de se mobiliser, il faut une contrepartie. La contrepartie que la diaspora va pouvoir aussi demander au gouvernement. Or, généralement, les autorités camerounaises ont ce problème, c'est qu'ils sont autistes, ils n'écoutent que d'un côté. C'est-à-dire, ils aiment bien vous dire, ils n'aiment pas écouter. Vous avez parlé de ce qui se passe au niveau du prix, par exemple, des problèmes avec les influenceurs et tout ça. Sur ce plateau ici, je vous ai fait un témoignage personnel. Vous avez demandé si je connais cet ambassadeur. Non. Le prix n'était pas seulement le prix financier. C'est qu'à un moment donné, les gens même seulement devant l'ambassade se sentaient tellement mal à l'aise qu'il fallait arranger, améliorer les conditions d'accueil des Camerounais. Et c'est ce qui a été fait aussi. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y avait pas que d'aller voir les influenceurs ou les gens qui étaient contre. Il y a simplement que l'ambassade doit être un havre de paix, d'accueil pour les Camerounais. Tout à fait. Et Fatih Bébé dit quelque chose. Il y a des Camerounais éloignés qui sont dans des contrées où il n'y a pas d'ambassade. Il y a des Camerounais volontaires qui pourraient servir de relais pour aider ces Camerounais. Parce que ce qu'elle ne dit pas,
c'est que quand vous êtes en République tchèque, si vous n'avez pas les papiers, parce que notre ambassade ne gère pas les papiers, nous avons des compatriotes en situation irrégulière, mais ils ont droit à une carte consulaire, ils ont droit à un passeport. Bon, ceux-là, ils font comment pour aller en Allemagne, refaire le passeport ou en Russie? Donc, c'est des risques. Maintenant, pour moi, la contribution, véritablement, ce serait non pas sur le plan financier, parce qu'on a tellement mis d'argent dans ce pays, ça n'a jamais rien donné. Pourquoi? Parce que nous devons adopter les bonnes règles. Posez-vous la question de savoir, moi je vais vous prendre le cas du Sénégal, vous avez parlé de la SIC. Aujourd'hui, les banques françaises financent des projets immobiliers au Sénégal. C'est-à-dire un Sénégalais, au lieu d'acheter une maison en France, achète au Sénégal et il fait financer par la banque en France. Parce qu'il y a une mise à niveau, une mise en place d'un certain nombre de dispositifs qui permet de clarifier et de sécuriser la transaction. Or, chez nous, il n'y a pas ce système. Ce qui fait que Paty Bébé ou un autre qui veut acheter ou investir au Cameroun va seulement se débrouiller. Sa banque en France ne va jamais entendre, ou en République tchèque, ne va jamais chercher à comprendre ce qui se passe au Cameroun. Or, le Sénégalais peut le faire. Ils vont jusqu'à financer les investissements au Sénégal dans les entreprises. C'est-à-dire, un Sénégalais, un Malien aussi, va à sa banque à Munich, il dit, je veux financer une PME à Bamako. On lui donne l'argent, il finance cette PME. Vous voyez, ce n'est pas possible chez nous. Encore, pourquoi? Parce que les banques sénégalaises et les banques ouest africaines ont des agences bancaires sur la place, sur les grandes capitales, où leurs ressortissants peuvent faire des dépôts. Et cela est répercuté directement au pays. Ce qui chez nous est difficile. Et c'est ce que Paty Bébé demandait qu'on puisse faire. Tout à fait. Mais il faudrait qu'il y ait Parce qu'à un moment donné, je pense que, vous êtes en train de l'expliquer, ces Camerounais ont de l'argent. Mais pour faire parvenir cet argent au pays, c'est très compliqué. Et parfois ici très cher. Très compliqué. Pour envoyer 1 million. Pour envoyer 1 million, à une époque, on payait 20, 30 000 francs. Incroyable. Pour 1 million. Et vous voyez, vous devez fractionner. Oui, peut-être un taux 250, 250, voilà. Des gens et tout ça. Ça ne sécurise pas. Or, il faut trouver les mécanismes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un problème très important. C'est sur le plan réglementaire. Et elle a parlé de la zone économique. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que pour convertir le franc CFA au franc d'Afrique de l'Ouest, en fait, on convertit le franc CFA en euros. Ouais. Et on revient dans la conversion de l'euro au franc d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il n'y a même pas en réalité sur le plan strictement paritaire une relation. Et notre zone économique, elle est désastrée et dévastée. Et ce qui fait que vous allez même dans vos banques, même aux États-Unis, quand vous dites que vous voulez investir au Cameroun, le premier conseil des banquiers, des financiers, c'est de ne pas le faire. Et pourquoi? Insécurité juridique, insécurité, les guerres partout, les problèmes à la justice. C'est labellisé comme haut risque. Quand vous faites... Mais c'est du sabotage, ça. C'est pas du sabotage, c'est de l'information et du conseil financier strict. Et s'il faut investir dans un pays comme le Cameroun... Mais le Cameroun n'est pas un pays dangereux. C'est pas possible. Mais il est labellisé au niveau des investissements comme un pays à haut risque. Monsieur Aïssi, quand vous êtes de la diaspora, je vais vous prendre un cas. Moi, je vais vous dire les choses concrètes. Parce que je suis originaire de la diaspora. Vous venez là, vous trouvez un type, vous lui dites, on va faire un business. Il sait que vous avez un visa d'1 mois. Déjà, vous êtes venu avec visa. Donc, vous n'avez pas la plénitude de vos droits. Parce que vous êtes considéré comme un étranger. Comme un étranger. Il sait que vous allez faire maxi 90 jours si vous avez tout cassé. Il prend vos trucs, votre investissement. Le gars part. Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens qui font tout pour qu'on ne vous redonne plus le visa pour revenir au Cameroun? Et en réalité, M. Cyril, ce que vous oubliez de mentionner, c'est que dans ce visa, il est clairement spécifié que vous ne pouvez mener une activité contraire à celle que vous avez déclarée qui vous a permis d'obtenir ce visa. Oui. Donc vous êtes touriste. Vous voyez que les limitations. Techniquement, voilà les problèmes. C'est-à-dire qu'un Camerounais pour un visa... Ça veut dire que si je suis allé là-bas en tant que charpentier, pendant cette période-là, je ne peux faire que la charpenterie. Tu ne peux même pas faire un champ. Non. Même pas un champ. La plupart des visas que les gens obtiennent, c'est le visa touriste. Donc ça ne donne pas... Donc tu es là pour manger, pour boire. Oui, tu visites. Donc, je termine en disant... Oui, terminons sur elle. Oui, techniquement, je vous donne les éléments. Ensuite, le gars va vous dire, il va faire tout son petit schéma. La justice, parce qu'il faut parler de la justice. Pour que vous rentrez dans vos droits, peut-être vous êtes fait arnaquer sur un terrain.
la procédure va aller tuer 4-5 ans. Un gars qui est aux États-Unis, en Allemagne, en Russie, il a le temps de venir suivre les procès. Et vous connaissez au Cameroun, appel, renvoi, 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 renvoi. Vous voyez que quand vous avez une justice comme ça, sur le plan international, quand on fait les notations, on vous dit, mais si un procès de litige foncier fait 5 ans. 5 ans, c'est une mauvaise note pour le Cameroun. Et il faut que les gens le prennent en compte. Que si la diaspora doit venir investir, il faut que nous-mêmes on soit capables d'entendre que le monde a ses exigences, ses obligations, et que ceux qui viennent là doivent pouvoir être sûrs que leur argent sera investi dans des canaux sécurisés. Les garanties. Des garanties. Renaud et Boto, lorsque nous entendons parler Cyril et même Pati Bébé, on a tout simplement froid au dos sur le plan de l'investissement en termes de garantie. Il y a certains indicateurs qui ne sont pas favorables au Cameroun. Mais restons quand même sur cette diaspora-là. Par moment également, j'ai eu la nette impression, ce n'est qu'une impression, qu'elle pleurniche aussi beaucoup. Beaucoup. Ce qui est curieux, c'est que les entrepreneurs à succès à l'heure actuelle au Cameroun viennent de la diaspora. Ah bon? Ah oui, moi je travaille avec les entrepreneurs, vous le savez, c'est notre casquette. Et les entrepreneurs les plus prolifiques actuellement viennent de la diaspora. Je pense que la diaspora se plaint beaucoup. Mais le gouvernement fait beaucoup pour la diaspora. D'abord, il faudrait que l'on dise que plus de 50% des membres du gouvernement au Cameroun sont les produits de la diaspora. C'est clair. Il faudrait que ce soit sûr. Il faudrait qu'on dise que au ministère des Relations extérieures, il y a la direction des Camerounais de la diaspora qui s'appelle la D9. C'est vrai. Qui est dédiée complètement à la diaspora. Il faudrait qu'on dise que pour madame, par exemple, si elle veut devenir consul honoraire au Cameroun, elle doit être proposée par l'ambassade. C'est-à-dire que ce n'est pas une demande dans votre dossier que vous déposez, vous devez être proposé par l'ambassadeur. C'est-à-dire, en République tchèque, votre ambassade est située où? En Allemagne. À l'époque, c'était en Russie. Et il n'y en a pas. On n'en a pas. En Allemagne. Mais non, c'est en Allemagne. Ils sont obligés d'aller en Russie ou en Allemagne. J'ai vu dans d'autres pays, ils n'ont pas besoin d'être proposés par des ambassades. Oui, mais nous sommes au Cameroun. C'est-à-dire, voilà le problème que nous avons avec la diaspora. C'est-à-dire que ici, c'est un pays qui s'appelle Cameroun. Les Camerounais vont à l'étranger. Ils vont à l'étranger. Ils s'adaptent au système de vie là-bas. Et puis quand ils reviennent ici, ils veulent imposer. Et c'est ça le problème. Et on ne se comprend pas. Et on ne se comprend plus. Excusez-moi. Ils veulent transposer ce qui se passe là-bas. Non, je ne suis pas d'accord. C'est la difficulté qu'ils ont. Je ne suis pas d'accord. Non, donnez-moi juste une minute. Pardon, permettez-moi. Les gens, la diaspora parlent beaucoup. Hein. Nous n'imposons pas, nous suggérons. Oui. Parce que nous voulons adapter ce que nous voyons à l'étranger. Ça peut être dans un autre pays d'Afrique qui marche. Parce que ça marche ailleurs. Oui, mais si ça marche ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas au Cameroun? Nous suggérons, nous n'imposons pas. Il y a donc... c'est bien. Non, la diaspora est une force de proposition, ça c'est clair. Mais peut-être dans la posture. Vous voyez, par exemple, quand elle arrive dans une administration publique et elle dit, oh, vous venez de la part de qui? Elle dit, je viens de ma part. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Parce qu'elle fait de sa part. Vous voulez que le fonctionnaire en face te regarde comment? 200 000 de salaire. Vous regardez comment? C'est-à-dire que il faut quand même essayer de comprendre le système dans lequel vous êtes arrivé. Et c'est là tout le problème arrive. Voilà, il faut se tropicaliser quand on vient de la diaspora. Oui. Ça veut dire qu'elle doit aussi venir donner un peu de corruption, un peu de marché. Parce que quand moi je jette les papiers en route à Yaoundé, quand j'arrive à Paris, je cherche la poubelle. Je m'adapte. Je ne sais pas si on va se comprendre. Le problème que notre diaspora, parce que moi je n'appelle même pas ça, pour moi il n'y a pas de diaspora, il n'y a pas la diaspora, il y a les diasporas. C'est-à-dire qu'on a une diaspora positive, hein, et on en a une qui est complètement négative. La diaspora positive, on en a vraiment besoin au Cameroun. Et on l'exploite autant que faire se peut. C'est-à-dire, je vous ai dit, dans le gouvernement, parmi les entrepreneurs, on en a plein à succès. On peut citer beaucoup de noms là qui sont des produits de la diaspora. Mais je crois que la diaspora doit avoir un dialogue permanent avec le gouvernement. Elle par exemple, elle est une femme. Sur la question de la double nationalité, elle n'a pas de problème. À ce niveau, il me semble que les femmes, ça ne vous pose pas de problème. Oui. Ce sont les hommes qui sont concernés par la double. Là encore, vous voyez. Là encore, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas Techniquement, ça. En fait, c'est pas ça. Expliquer. Oui. En fait, c'est
Il y a plusieurs types d'acquisition de la nationalité, d'une nationalité étrangère. Très bien. C'est par déclaration mariage, par filiation naissance ou par naturalisation. Donc, ce qui fait que les femmes, la loi dit la femme qui épouse un étranger. Mais celle qui est naturalisée, elle perd la nationalité. Très bien. Donc, c'est quand tu obtiens la nationalité dans le cadre du mariage avec un étranger. Et que le pays de ton mari accepte la double nationalité. Ce qui a été mon cas. Je vais donc appuyer dessus. Ce qui a été mon cas. J'ai épousé un Tchèque. Ils acceptent la double nationalité. Et la loi dit, avant le mariage, si la femme camerounaise dénie sa nationalité, elle le fait de manière écrite. Ça veut dire que tu ramènes à l'ambassade. Tu dis, je renie la nationalité camerounaise. Et tu dois attendre que l'ambassade te réponde qu'on accepte le reniement de ta nationalité. Ce n'est pas une procédure simple. Très bien. Et donc, il arrive même dans les pays où les pays n'acceptent pas la double nationalité et que cette femme voudrait prendre la nationalité de son époux, qu'elle ne reçoive même pas de réponse. Moi, je voulais donc chuter en disant que à mes frères de la diaspora qui arrivent au Cameroun, c'est un dialogue permanent qu'il faut avoir avec nos autorités. Vraiment un dialogue bon enfant. Parce qu'on a souvent... Est-ce que nos autorités sont même ouvertes à ce dialogue? Mais bien sûr. Certaines autorités sont dans une logique... Attends un peu, Renaud. Je vais parler comme là. Elles sont, ces autorités, dans une logique de déranger les gens de la diaspora. C'est-à-dire que dès que le monsieur voit un Camerounais venant des États-Unis, une dame venant de la République tchèque, le gars se dit dans sa tête qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Donc tout ce que tu vas demander, il faut d'abord payer. Alors que ce n'est pas prévu. Et comme disait la dame, elles ne sont plus habituées à cette manière de fonctionner au niveau de l'administration. Et toi, tu demandes à la dame de s'adapter à notre mauvaise manière de fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je promets l'excellence, il me dit de m'adapter à la médiocrité. C'est ça. Ce n'est pas possible parce que je ne peux plus revenir à ce niveau-là. C'est pas possible. Mais ça veut donc dire, comment on va donc émerger comme ça? Dans un cul-de-sac. On veut émerger, non? On veut émerger. On veut émerger. Certains Camerounais donc qui sont là comme moi ont décidé de se conformer. On veut émerger. C'est vous qui êtes tenté de me suivre. C'est vous qui devez vous conformer à l'excellence. Vous êtes tenté de défendre des choses extraordinaires sur ce plateau. Je ne voulais pas parler. Mais vous êtes tenté de nous dire qu'on doit venir pour faire ce qu'on fait là, alors que ça n'a pas attention. Monsieur Aïssi. Moi, je voudrais dire quand même parce qu'on ne m'a même pas laissé parler. Et vous dites qu'il doit venir vous donner les patchs. On est en train de m'étouffer là. On ne veut pas me laisser parler. Je ne les ai pas coupés. Donc, j'ai suivi une conférence. En quelques secondes, parce que l'un nous doit se coller un mot. Je crois que c'est un milliardaire camerounais est allé en diaspora. Il est allé en France. Je ne veux pas citer son nom. Je crois qu'il a une station-service, etc. Il a réuni les Camerounais de la diaspora. Oui. Il leur a dit ceci. C'est que vous vous plaignez du système au Cameroun parce qu'on vous tracasse, on vous demande l'argent et tout, et tout, et tout. Mais si on te demande de donner 10 000 pour que tes affaires marchent, donne. C'est le milliardaire camerounais. Est-ce qu'on doit encourager ça? On ne doit pas encourager ça. Mais je veux dire quoi? Nous luttons contre la corruption. Pour le moment, c'est le système qui a cours au Cameroun. C'est même pénal. Il y a une vidéo de ce monsieur qui circule. Permettez à l'aide de Colossiamon, à l'aide que nous sommes en train de voir, chercher les voies et moyens pour qu'il y ait un certain nombre de facilités au niveau de ces Camerounais, Camerounaises de la diaspora, pour pouvoir donner leur coup de pouce pour l'émergence de ce pays. Est-ce qu'on peut pouvoir atteindre l'émergence de ce pays qu'avec les Camerounais qui sont au Cameroun? Absolument pas. Je pense que le pays a besoin de toutes ses forces vives. Région, comment on s'appelle, les Boutons. Mais c'est vous qui dites que on devrait façonner une démocratie. Il y a des codes de bonne conduite dans une démocratie. Tout à fait. Et il faut s'y plier. Pourquoi on fait cette marche à reculons dont parlait Bernard Nanga? C'est ça le Cameroun, marcher à reculons. Il faut savoir ce qu'on veut. Non, on ne va pas nourrir une bête qu'on veut tuer. Hein? On engraisse la bête qu'on veut tuer. On veut tuer la corruption, mais on a toujours quand même des petits comportements adaptés. Et vous dites que l'adaptation, il faut s'adapter. Et culturellement parlant, nos frères de l'autre côté, mais ils ne sont plus
ne rentrent plus dans ce moule. Ils ne se retrouvent plus. C'est un scandale, quoi. Leur demander de s'adapter à de telles façons de faire. Non, non, il faut qu'on soit sérieux. On a une diaspora des migrants hautement qualifiés. Oui. Dis-moi, on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Peut-être que je vais redéfinir aussi gouverner dans le cadre de ce programme. Gouverner, c'est écouter. Parfait. Quel est le sens alors de tout le mal qu'on se donne avec ce programme? Tous les mercredis. Tous les mercredis. Si les services d'intelligence ne peuvent pas s'asseoir, faire un travail sérieux, voir les lacunes, voir ce qu'on dénonce, ce qu'on fustige de la part des personnes effectivement ayant fait expérience du message qu'ils portent. Parce que là, on ne va pas dire que c'est nous, que c'est moi. Bon, on va dire que lui, c'est tropicalisé, d'après tes tout. Là, eux sont encore là-bas. Ouais. Ils parlent. Les nôtres écoutent. Mais, justement, gouverner, c'est écouter, avoir donc la bonne information pour déployer la meilleure des actions correctives. Mais on va voir qu'on a comme l'impression qu'en réalité, on piétine. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de surdité systématisée, systémique, où on vous dit, ben, causez toujours. Vous causez, vous dites, vous dénoncez, mais chaque jour, rien ne bouge, aucune ligne ne bouge. C'est ça le drame avec le Cameroun en ce moment. Il faut que les lignes bougent. Et s'il te plaît, bouger significativement. Et pour que ça bouge, il faut la bonne volonté politique, il faut cette dynamique, il faut de l'énergie, il faut de la langue, il faut de l'emprunt, des gens qui en veulent, qui ont une belle prospective et qui se projettent véritablement dans l'avenir parce qu'ils ont un grand projet pour le Cameroun. Bon, si c'est les gars de bien, bon, ça a toujours été... Vous pensez que vous allez changer le monde? Si c'est ça la logique, ça va jamais bouger. Et on aura toujours des diasporiens qui sont en train de se plaindre. Voilà. Parce que on est en train de normaliser des choses que nous devions botter en touche. Donc il faut que ça se bouge. Maintenant, par rapport à la question, que propose la diaspora? Vous savez, les véritables enjeux sur l'émergence, avant même de parler économie, ben, c'est l'économie même de la science, de la connaissance, de l'intelligence. C'est d'abord là où ça commence. Donc, qu'est-ce qu'on fait même? Parce que là, maintenant, il y a une véritable hémorragie de cerveau par rapport à la façon dont on gouverne à la maison. Donc, maintenant, il faut une belle ingénierie politique pour voir comment séduire tout ce monde et ramener, c'est-à-dire que stopper l'hémorragie et permettre une circularité de ceux qui sont de l'autre côté et ont acquis. Parce qu'ils sont dans des pays de grand niveau scientifique, grand niveau de développement technologique et grand niveau de développement des gens même, voilà, industriel ou cybernétique, puisque nous sommes à l'ère de la 4e révolution industrielle, de venir mettre à contribution ce qu'ils ont. Et qu'est-ce qu'il faut donc? On regarde à tous les goulots. Quand les gars veulent faire rentrer l'argent, pourquoi il y a ces difficultés? C'est le politique qui doit résoudre ça. Hein? Une ingénierie politique et diplomatique. Tout à fait. La diplomatie financière, non, nous on a un grand projet pour le pays et il semble que les nôtres de l'autre côté, ils éprouvent tel type de difficultés qu'on a recensé. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème? Ça, c'est le politique. Vous n'allez pas demander aux gars si de venir résoudre ça ou à nous. C'est pas nous. Merci. C'est le politique qui doit résoudre ça. Bonjour, oui, Christian, en quelques secondes. Quelques secondes. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons les compétences. Ouais. Nous avons les capitaux nécessaires. Nous avons tout ce qu'il faut pour développer cette nation. Mais il faut créer, n'est-ce pas, des moyens qui nous permettent véritablement de démontrer ce dont nous sommes capables. C'est tout. Bonjour, le panel Renaud et Boutou, c'est un pur produit du système camerounais. Il est en déphasage total avec la problématique de ce matin. Il n'a pas de place sur ce plateau. C'est l'harmonie depuis Essos qui le dit. Hein. Un autre message ce jour, bonjour parfait à ici, les relations entre le Cameroun et la France ne sont pas pareilles avec tous les pays occidentaux. Vous parlez même de quelle diaspora? La France autorise sortir avec 10 000 euros en espèces et vous avez droit tous les 7 jours à faire un versement de 12 500 euros au Cameroun. C'est Manding depuis Kribi qui le dit. Un autre message rapidement. Courage à toute la diaspora.
Le problème au Cameroun, c'est justement le fait que l'on vous pose la question, vous venez de la part de qui, comme dit Bébé. Au Cameroun, il y a un problème de système, de gouvernance. Il y a des blocages humains que le système lui-même fabrique. La diaspora n'est pas respectée. Les autorités camerounaises doivent même crier, si possible, tout un ministère de la diaspora. Le gouvernement, le gouvernement Biya peut le faire, c'est de la volonté politique. Tu viens avec 10 millions, tu me donnes 5 millions, si tu veux que ton dossier passe. Cela pose un problème moral et de gouvernance afin de faciliter leur émancipation localement. Courage à la diaspora. Moi, je pense que Ebouto appelle ça l'adaptation. Voilà. Ça a été étudié en écologie, en seconde à l'époque. Bonjour, parfait. Le big boss du micro, le sac de modérateur. Le problème de cette fille est hautement mystique. Bon, je pense que vous êtes encore au niveau de la dénonciation. Hein. Ouais. Nous sommes au niveau de la diaspora. Prenons ce dernier message-là. Quelqu'un me dit ici... Comment un Roger depuis Ambam, je demande si on pouvait avoir un ministère de la diaspora. Ça devait être mieux pour les Camerounais de l'extérieur. Parfait. On a posé ça ici. Nous avons posé un problème. Et on avait dit, rappelle-toi, le tout ce n'est pas de venir avec un ministère de plus pour une récompense politique de je ne sais qui. Le contenu. Et nous avons fait des propositions concrètes. Si d'aventure, l'on veut créer un ministère, voilà ce qu'on pense. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Une dernière réaction de Bébé. Je voudrais redire ici qu'on ne peut pas demander aux Camerounais qui ont de l'expertise, qui ont les moyens de venir soutenir l'émergence du Cameroun, de s'adapter à la médiocrité. Parce que ces Camerounais sont désormais dans l'excellence. On ne peut pas transformer un pays avec la médiocrité. Nous demander de nous tropicaliser, c'est vraiment insulter les Camerounais. Parce que lorsqu'on parle de la diaspora, généralement, on la voit comme une entité qui ramène de l'argent. Et il faut qu'on cesse de voir la diaspora comme une entité qui ramène de l'argent. Il faut l'intégrer politiquement. Il faut l'intégrer politiquement. Ça veut dire que désormais, il faut permettre à la diaspora de choisir des élus et de se faire élire. Parce que nous avons quand même plus de 7 millions de Camerounais dans la diaspora, selon les chiffres même du ministère des Affaires étrangères. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Ils doivent être représentés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est compris. Parce qu'ils pourront aussi apporter des propositions concrètes pour la transformation. Au-delà des propositions concrètes, Pati Bébé, apporter aussi de l'argent. Ça, c'est déjà là. Merci à tous ceux qui étaient là, Camerounais d'ici et Camerounais d'ailleurs. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?